Bonsoir à tous, merci d'être venus nombreux. Georges Kuzmanovic, Michel Onfray me rejoignent à l'instant. C'est donc la deuxième soirée débat que nous organisons avec Front Populaire afin de mieux connaître les candidats qui se réclament du souverainisme. Certains, c'est plus évident que d'autres. Il se trouve qu'on connaît très bien Georges Kuzmanovic puisque nous avons la chance d'accueillir souvent ses contributions sur le site ou dans la revue frontpopulaire.fr. Donc, on ne va pas vous mentir, nous sommes un peu en terrain de connaissance. Michel Onfray connaît Georges, Georges connaît Michel, je connais les deux. Donc, nous allons passer une soirée, j'espère, avec beaucoup de franchise, une soirée d'explication, une soirée où on va essayer de balayer le maximum de sujets parce qu'il y a une première chose qu'il faut relever. Georges, les gens vous connaissent mal, je dis les Français vous connaissent peu, et malheureusement, il ne s'est pas passé grand-chose récemment pour qu'ils vous découvrent, puisque les grands médias, pour la plupart, invitent toujours les mêmes. Ça ne vous a pas échappé. On voit régulièrement les mêmes candidats à la présidentielle, à la télévision, sur les grandes radios ou dans les journaux, et on voit trop peu ce qu'on appelle les petits candidats. Alors je suis ravi, et Michel aussi je le sais, de pouvoir engager cette discussion avec vous, Georges. Alors je vous pose la question, il faut vous appeler Georges ou Georges. Il se trouve que votre patronyme, votre état civil, c'est Georges Kuzmanovic. Vous êtes né en 1973 en Serbie. Non, perdu. Je commence mal. Je croyais pourtant que vous étiez serbe et né à Belgrade. Alors, qu'en est-il? Qui est en Serbie, effectivement. Donc, bonjour à tous. Merci d'être venus. Je remercie Front Populaire d'organiser ce débat, d'avoir l'honneur de débattre avec Michel Onfray. On s'entend bien, on discute régulièrement ensemble, mais c'est dans un cadre particulier ce soir et c'est très intéressant justement d'être franc. Et je suis né en Yougoslavie. Oui. Et j'insiste sur le fait, je ne suis pas né en Serbie, je suis né en Yougoslavie. Oui, vous êtes né donc avant la chute. Et la Yougoslavie, pour les plus jeunes qui peut-être ne connaissent pas, fut un pays petit d'Europe des Balkans qui a connu une certaine puissance. D'abord, c'est le seul pays qui, par ses résistances, s'est libéré tout seul, faut-il le noter, où on a une vraie population qui s'est mobilisée. C'est sûrement un de ceux qui a le plus souffert avec la Pologne et la Russie de la guerre contre les nazis. Et puis qui, partant en ayant un esprit de souveraineté fort, a réussi à construire un pays qui était industriel, au point où, en 1945, on avait un pays qui est composé de 90% de paysans, beaucoup analphabètes, et en 1980, dans les années 80, ce pays était un des grands leaders du mouvement des non-alignés, vendait des avions de combat aux États-Unis ou organisait des Jeux olympiques. Depuis, des nationalistes assez stupides ont voulu faire la grandeur de la Serbie, de la Croatie, de la Slovénie, et il s'en est suivi ce qui devait s'en suivre, c'est-à-dire un effondrement généralisé de ce pays-là. Alors, vous êtes arrivé quand en France, Georges? Je suis toujours arrivé en France, ma mère est française. Et Lorraine, d'un petit village à côté de Pont-à-Mousson. Donc, famille d'agriculteurs lorrains. Mais je suis né là-bas et je faisais de nombreux allers-retours. Et vous avez tenu quand même à franciser votre nom, puisque souvent vous signez vos articles du nom de Georges Kuzmanovic et pas Georges Kuzmanovic. Ce nom a été prononcé tellement de fois de manière baroque, depuis que je suis petit en France, que ce n'est pas très grave. De fait, Georges, c'est Georges. C'est George en anglais, c'est Giorgio en italien, c'est Gheorghi. Ça doit être un des noms les plus internationaux et qui a la chance d'être décliné dans les langues, dans différentes langues. En France, c'est Georges. Et comme vous l'aurez noté, je m'appelle déjà Kuzmanovic, ce qui est assez compliqué pour certains. Et des journalistes m'avaient dit, Georges Kuzmanovic, c'est assez difficile à porter, à prononcer pour les journalistes, alors que Georges Kuzmanovic, ça passe assez simplement. Et donc, voilà. Vous êtes le candidat d'un parti qui s'appelle République souveraine, qui est souverainiste de gauche, qui a été fondé il y a quelques années déjà. On sait
que vous avez été compagnon de route de Jean-Luc Mélenchon et vous avez divorcé de Jean-Luc Mélenchon, ou c'est Jean-Luc Mélenchon qui a divorcé de vous. Enfin, toujours est-il que ce chemin s'est arrêté il y a quelques années. Qu'est-ce que vous en garderez et quelles ont été les lignes de fracture, les moments clés qui ont expliqué votre éloignement de la France insoumise aujourd'hui? Alors d'abord, je suis ravi d'être dans cette salle, puisque c'est ici que nous avions lancé en mars 2019 République souveraine. Donc c'est un hasard complet, mais voilà, c'est une salle qui nous porte chance. Vous avez dit que c'est un parti souverainiste de gauche. Alors il faut des cases pour les journalistes, et effectivement, nous sommes dans la case gauche républicaine, parce que notre vision de la souveraineté n'est pas exclusive, ce n'est pas que la souveraineté, mais qu'est-ce qu'on en fait? Et c'est la souveraineté qui permet d'agir pour le peuple, de s'occuper des petits gens, des salaires, d'améliorer les conditions de vie, d'avoir accès aux soins, à l'éducation pour tous. Donc, ce qui est censé être de gauche, même si une grande partie de la gauche ne défend plus ce qui était son combat historique. Et c'est pour ça aussi que notre slogan, c'est reprendre le contrôle, bien évidemment, entre autres par rapport à l'Union européenne, mais en rajoutant avec De Gaulle et avec Jaurès. Donc si vous voulez, nous sommes gauche républicaine, mais nous réunissons des gens qui viennent de gauche et de droite et qui se retrouvent dans les principes et les valeurs que nous défendons et qui sont en opposition radicale à celle que défend et incarne Emmanuel Macron. C'est l'opposition entre le bloc populaire et le bloc bourgeois. Et oui, j'ai été longtemps, 9 ans au Parti de gauche et à la France insoumise. J'en ai été un des dirigeants, un des porte-parole de la France insoumise sur les questions internationales et de défense pendant la campagne présidentielle de 2017. Je ne regrette absolument pas ce moment, qui a été un moment de militantisme populaire assez étonnant, une mobilisation du peuple. D'ailleurs, je crois qu'ici, beaucoup de gens ont voté... je suis prêt à parier que pas mal de gens ont voté Mélenchon en 2017 et regrettent le parcours qu'il a eu après. Il y avait quelque chose dans le programme de 2017 qui était particulièrement intéressant, c'était la résistance à l'Union européenne, par le plan A, plan B. Et c'est sûrement ça la ligne de fracture principale et pour laquelle j'ai quitté la France insoumise, parce que ce programme n'est plus réellement défendu, même si formellement il est toujours dans le programme de l'avenir en commun. J'en veux pour preuve, encore très récemment, un député européen phare de M. Mélenchon, de la France insoumise, Younous Omarjee, qui, en bon élève, à côté de Mme von der Leyen, devant l'Assemblée des députés européens, a expliqué au Premier ministre polonais que le droit européen, bien évidemment, doit être supérieur au droit national et qu'il est le garant de nos libertés fondamentales. On a un revirement complet de veste sur cette question qui est centrale, et qui est centrale parce que Jean-Luc Mélenchon avait écrit dans l'introduction de l'Avenir en commun à l'époque que tout ce programme est bel et bon, mais qu'on ne peut rien faire si on ne reprend pas son indépendance. Alors, il n'utilisait pas le terme souveraineté, mais le terme indépendance, et il avait alors parfaitement raison. On approche du quart d'heure de discussion. Michel, on ne vous a pas entendu. Vous comprenez parfaitement ce cheminement, j'ai envie de dire, de Georges, qui a pu passer et compagnonner avec le parti de gauche, devenu la France insoumise, et qui a pris ses distances depuis. Oui, moi je souscris absolument à tout ce qui a été dit par Georges. Je n'ai vraiment rien à retrancher. Je suis très ému d'abord par la partie biographique, que j'ignorais. Et puis ensuite, c'est mon trajet. Contrairement à ce qui est raconté dans Libération, l'Obs, Le Monde, France Inter, etc. Moi, je reste une gauche fidèle à un certain nombre de valeurs. Et c'est parce que la gauche a été infidèle à un certain nombre de valeurs que j'ai cessé d'être de cette gauche-là. Mais pour autant, j'estime qu'il y a une autre gauche, que ça peut être la gauche républicaine, pas seulement, mais aussi, et qu'on peut aussi penser la République différemment qu'on ne l'a pensé depuis la Révolution française. C'est-à-dire que, on le sait, les Jacobins ont gagné, ils ont triomphé. Quand Alexis Tocqueville écrit l'Ancien Régime et la Révolution française, il dit finalement la Révolution française n'a pas changé grand-chose, puisqu'elle a gardé la centralisation démocratique que Philippe le Bel avait initiée. Et finalement, ce n'est pas tant une révolution que ça. Et je le crois. Et je pense simplement qu'on doit pouvoir penser la Révolution française à partir d'une autre république. Ce n'est pas anti-républicain, ce n'est pas contre-républicain pour autant, mais c'est la République girondine.
Et on a des discussions avec Jean-Pierre Chevènement, qui est un ami, et qui me dit, mais c'est pas si important que ça. Il me dit à moi, comme ça, quand on est tous les deux, il dit pas ça devant une caméra de télévision, il me dit, c'est pas si important ce qui distingue les Girondins des Jacobins. Ce que je veux bien croire. Simplement, il faut pas reprendre le schéma de la Révolution française en disant, voilà, il faut plaquer ça sur notre époque, ça n'a aucun sens. Il y a l'électricité, il y a Internet, il y a les rhizomes, il y a les circulations, enfin, on a complètement changé de civilisation. Donc, je comprends très bien ce que dit Georges et je souscris absolument à fond. Donc, la question du souverainisme, elle est effectivement pour moi centrale. Il n'y a pas de possibilité de mener une politique si cette politique est menée par un autre pays. Si l'autre pays, c'est l'Europe, c'est pas compliqué. Il y a vraiment que Macron pour imaginer qu'on peut être souverainiste européen et souverainiste français. Non, c'est l'un ou l'autre. C'est pas l'un et l'autre. S'il y a un souverainisme européen, il y a une vassalisation de la France. S'il y a un souverainisme français, alors l'Europe, elle est secondaire. Donc je ne souhaite pas la vassalisation de la France. On ne peut pas faire de politique de gauche et de politique républicaine et de politique de gauche républicaine si on est vassalisé, qui plus est, par une espèce d'État impérialiste, un désir impérialiste dans cette Europe, et que cet empire impérialiste est contre la gauche, contre le peuple, est dirigé par des techniciens, des technocrates qui ne sont pas des gens élus de manière un peu opaque. Donc oui, quiconque dira on ne sort pas de la France, on ne sort pas de l'Europe, mais en même temps on va pouvoir mener une politique digne de ce nom. Je songe à Zemmour, je songe à Marine Le Pen. Ils mentent, c'est tout. On ne disposerait pas des moyens de mener une politique si nous ne disposions pas des moyens d'être franchement souverains, c'est-à-dire d'en finir avec la vassalisation. Et je pense que Georges est le seul candidat à pouvoir tenir ce discours cohérent. Alors, on va poursuivre. Là-dessus, je tiens à préciser, j'aime beaucoup les gens très très honnêtes, et j'aime bien Alain Madelin dans ce sens-là, puisqu'il a dit que l'Union européenne était la garantie contre le socialisme. Oui. Ou M. Jean-Claude Juncker, qui rappelait qu'il ne pourrait pas y avoir de démocratie contre les traités européens. Ah, c'est clair. C'est clair. Oui. C'est limpide. Je voulais terminer sur l'aspect biographique pour que les gens vous découvrent davantage encore Georges. Il se trouve qu'il y a une histoire absolument si on faisait incroyable. Georges, justement. Pardon ? Si on faisait Georges, justement. Oui. Alors Georges, pardon, c'est une vieille habitude. Georges, précisément, une histoire incroyable. Quand vous avez décidé de vous lancer dans la bataille pour 2022, votre employeur, Ubisoft, n'a pas goûté du tout vos désirs politiques, de faire de la politique. Pourtant, il en était informé depuis longtemps, mais vous avez été licencié. Oui, alors je ne vais pas rentrer dans le détail de cette affaire, pas là pour ça, mais quand qui même. est une affaire entre moi et Ubisoft, que je pense que je gagnerai très largement quand les délais seront passés. Et c'est très très difficile avec les prud'hommes, et en particulier avec la réforme du travail engagée par Emmanuel Macron. Mais peu importe, ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est que, bon, effectivement, après 8 ans de bons et loyaux services, chaleureusement félicité de multiples manières, 10 jours après ma déclaration de candidature, alors que tout allait bien, bon, j'ai été licencié. Au doigt mouillé, je suppose que ça a à voir un peu avec ça. Je ne suis pas complètement sûr, mais je pense. On verra ce qu'en diront les juges. Mais par contre, ce moment-là est un moment intéressant parce que des gens m'ont écrit, nous ont écrit, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, en disant « mais moi, ça m'est arrivé aussi ». Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas nécessairement des gens qui étaient, je ne sais pas, allez, à Lutte ouvrière ou au Rassemblement national, mais des PS, des LR. Et la première fois que j'ai raconté cette histoire, c'était sur Sud Radio, il m'avait invité, et dans l'émission, il y avait M. Jean-Frédéric Poisson, qui se caractérise assez peu par un bolchevisme échevelé, et il dit « mais si, ça arrive, ça m'est arrivé à moi ». Et bon, il détourne l'affaire et il raconte son histoire. Quand j'étais candidat à la mairie de Rambouillet, donc pour l'UMP à l'époque, UMP, Rambouillet, c'est pour ça que je dis on n'est pas vraiment dans le bolchevisme échevelé, le renversement du système, et j'ai été licencié. Voilà. Et donc, j'ai été surpris des gens qui sont placardisés ou qui perdent leur travail. Ce que vivent d'ailleurs beaucoup de syndicalistes. Ouais, c'est aussi un des problèmes du syndicalisme. C'est le début des problèmes. Ce n'est que le début, parce que depuis, je voudrais qu'on arrive à ce point-là, parce que c'est un point d'orgue durant cette soirée. Il se trouve que vous avez commencé donc à essayer de récolter des signatures de maires, puisque c'est le passage obligé pour pouvoir se présenter. J'aimerais que vous nous fassiez un point sur cette question, savoir où vous en êtes. Mais c'est devenu
le parcours du combattant aujourd'hui de réunir 500 signatures. Je crois qu'il faut alerter l'opinion sur ce calvaire que vivent les petits candidats, parce que, en fait, on en parlait il y a quelques minutes encore en coulisses, il se trouve que les règles démocratiques se sont durcies et qu'on n'est pas loin aujourd'hui d'avoir un régime qui n'est plus totalement démocratique. À l'origine, il fallait, du temps du fondateur de la Ve République, du général de Gaulle, il fallait 100 signatures de maires pour pouvoir se présenter. Et 100 signatures avec, en plus, la garantie d'être anonyme quand on apporte son parrainage. Aujourd'hui, il faut 500 signatures, non plus de ce que l'on appelle un parrainage, mais un soutien. Et par-dessus le marché, vous allez devoir faire officiellement acte de soutien. C'est-à-dire qu'on ne préserve plus les maires de la capacité de soutenir un candidat, ne serait-ce que pour la bonne marche démocratique. Le maire sera catalogué soutien, soit de Georges, soit d'Éric Zemmour, soit de Marine Le Pen, soit d'Emmanuel Macron. Et ça devient très compliqué. C'est une forme de plus en plus de confiscation du suffrage, entre guillemets. Alors, où en êtes-vous? Est-ce que vous confirmez ces règles, ce que je dis, et surtout la difficulté aujourd'hui d'avoir ces parrainages? Alors, ce que je vous confirme, c'est qu'on est effectivement de moins en moins en démocratie. Pour cette raison et beaucoup d'autres, et entre autres la concentration du capital, mais on en reparlera après, qui est une autre forme, qui est un autre problème dans nos démocraties. Tu as tout résumé concernant ce problème. Et on se retrouve confronté à une situation où si tous les parrainages, et j'insiste sur les mots parce qu'il y a une transition, les mots ont été... Quand on travaille sur les mots, c'est assez intéressant. Un parrainage, c'est quelque chose de très clair. On parraine quelqu'un. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord avec ses idées politiques, mais on veut bien le soutenir pour qu'il puisse s'exprimer dans l'arène médiatique. Et c'est pour ça que Madame, maintenant c'est Madame Nathalie Arthaud, mais avant c'était Arlette Laguillet. Il n'y a évidemment pas 500 élus trotskistes de lutte ouvrière en France. Ce sont à 90% des élus de diverses droites qui à chaque fois disaient aux représentants de ces candidats « mais je ne suis pas d'accord avec vous » ou « 95% de vos programmes, je ne suis pas d'accord, mais je crois à la démocratie et il est légitime que vous puissiez vous exprimer ». Bon, ceci est mort maintenant. C'est une loi qui a été votée sous le quinquennat de François Hollande, donc c'est très récent. Alors, en fait, il y a une accélération sous François Hollande, mais ça avait déjà commencé avant. C'est pas lui qui a mis à 500 et qui a changé le chiffre. Et il y avait déjà changé les règles du passage de l'anonymat. Mais avant, il y avait une forme de non-anonymat, mais on tirait au sort parmi ceux qui vous avaient soutenu et vous pouviez apparaître au journal officiel. Mais maintenant, c'est tout le monde apparaît au journal officiel. Et donc, fort logiquement, et le mot utilisé, ce n'est plus parrainage, mais soutien. On se retrouve à soutenir quelqu'un. Et donc, bien évidemment, si vous êtes divers droite et que vous êtes assimilé à un soutien à la candidate de lutte ouvrière, ça peut vous poser quelques petits problèmes dans votre carrière politique, dans les partis de droite. C'est évident à hérisson, comme on dit en russe. Et c'est bien là le malheur. Ce qui fait que ça rend les choses extrêmement compliquées. Donc nous, on est arrivé au milieu du gué, parce qu'on a des connaissances, parce qu'on a eu une manière un peu intelligente et novatrice de contacter les maires, de sélectionner à qui on s'adresse. Donc on a évité justement ceux qui ont une mainmise des partis politiques. Donc toutes les grandes villes, on est allé vraiment dans la France périphérique, comme on dit, périurbaine, dans la diagonale du vide, plutôt au contact ce qu'on appelle des petits maires, en tout cas des petites communes qui sont non inscrits, qui sont divers droite, divers gauche, donc parfois un peu plus libres de leurs décisions. Et en fait, on a découvert, et comme on a découvert lors du Congrès des maires de France, et on les comprend en fait, c'est compliqué pour eux. Parce que tous ces maires ont des projets. Ils doivent refaire une route, un pont, une MJC, que sais-je. Mais les financements ne viennent pas de leur mairie, ils n'ont pas assez d'argent. Ça vient de l'intercommunalité, où ils ont perdu, où les maires, et là je rejoindrai Michel sur le fait que le pouvoir est accaparé par en haut de multiples manières, mais les maires ont perdu beaucoup de leur pouvoir dans les intercommunalités. Un morceau du financement est assuré par les départements, un morceau du financement est assuré par la région,
un bout par l'État, parfois par le privé. Vous ne voulez pas vexer les gens. Si vous soutenez Zemmour ou si vous soutenez Nathalie Arthaud, évidemment, ça va poser quelques problèmes à certains. Ou même, si vous soutenez un candidat légitime des partis dits de gouvernement, ça peut poser problème à l'opposition. Et on l'a vu, c'est une mainmise effective des partis sur cet aspect de la vie démocratique, puisque M. Faure, par exemple, du Parti socialiste, a promis tous les enfers financiers et politiques à ceux qui, affiliés au Parti socialiste, soutiendraient soit Mélenchon, soit M. Montebourg. Donc on voit que voilà, c'est une... Ouais. Et c'est le problème de la fin de l'anonymat. Le vote dans l'isoloir est anonyme, ça n'est pas pour rien. C'est parce que même si vous êtes sous pression d'une idéologie, si vous êtes sous la pression de la famille, d'un clan, de pouvoirs économiques, quand vous êtes citoyen, vous êtes seul dans l'isoloir et vous votez en votre âme et conscience et personne ne pourra savoir ce que vous avez fait. C'est ça la démocratie. Michel, vous étiez au courant de ces lois que l'on pourrait volontiers qualifier de scélérates, entre guillemets, de François Hollande, qui complexifient ce qui devrait être l'exercice finalement légal de la démocratie? On voit bien effectivement comment fonctionne l'État profond. Enfin, cette façon de dire il faut absolument évincer le peuple de toutes les manières. Quand le peuple s'exprime dans un référendum et s'il a mal voté, on va lui dire on met votre référendum à la poubelle. Et là, on se débrouille pour faire de telle sorte qu'on puisse rester entre soi. C'est-à-dire tout est fait pour qu'au bout du compte, on ait un candidat maastrichtien élu aux élections présidentielles, quoi qu'il arrive, candidat du système. Et là, on voit bien comment tout fonctionne. Alors, soit c'était Macron-Marine Le Pen, soit c'était Macron-Zemmour. Et on se dit, là, c'est formidable parce que Macron passe. Et puis là, on se dit, c'est peut-être Macron et Pécresse. Et on ne sortira pas de cette configuration-là. Si c'est Pécresse et Macron, il n'y a pas de problème. C'est gagné de toute façon. Si c'est l'un ou si c'est l'autre, c'est Maastricht et c'est le système. Donc, ils ont fabriqué tout ça. Et finalement, c'est de fait bonnet blanc et blanc bonnet. Les partis socialistes font semblant, mais les partis socialistes, les Républicains, En Marche, tout ça, c'est le même monde. Globalement, on ajoute un certain nombre d'autres individus qui prétendent, qui ne font pas du tout partie du même monde, mais qui, le soir du premier tour, enfin du deuxième tour, quand on nous dit il y aura Macron et puis Marine Le Pen, on voit la France insoumise, on voit le Parti communiste, on voit les socialistes, tous dire oh là là, alto-fascisme, il faut absolument voter pour Macron. La totalité de la presse y invite. C'est-à-dire qu'on voit bien que de l'Humanité au Figaro, les raisons ne sont pas les mêmes, mais on finit tous par nous dire que globalement, il faut voter pour le personnage du cercle de la raison. Or, on voit que la raison est très déraisonnable, qu'elle est très tyrannique, qu'elle est très autoritaire, qu'elle fait tout le nécessaire pour bâillonner le peuple, les initiatives individuelles. Et quand Georges a donné tous ces détails, non, j'ignorais tout ça, mais de fait, ça va bien dans le sens de ce qu'on imagine. Nous, enfin, on a fait un numéro sur l'État profond, on voit bien comment tous ces gens-là verrouillent absolument et sont dans la logique d'un populicide. J'utilise le mot de Gracchus Babeuf, mais de fait, aujourd'hui, le problème, c'est populiste ou populicide. Parce que ces gens sont vraiment dans une logique populicide. Il s'agit de détruire le peuple par tous les moyens. Et ça en est un. Et chacun se lamente de la représentation politique dans les médias, tout le monde. Parti socialiste, LR, il n'y a pas assez d'ouvriers à l'Assemblée nationale. Il n'y a pas d'employés, il n'y a pas d'artisans, il y a très peu de cadres je parle de vrais cadres d'entreprise, pas des dirigeants des ressources humaines qui composent la société dite civile de M. Emmanuel Macron à l'Assemblée nationale. C'est pas étonnant. Quand on a un tel verrouillage, oui, on ne peut pas avoir d'ouvriers. Ça a un coût familial, ça a un coût en temps, ça a un coût en argent. Et plus vous rajoutez de contraintes, vous n'avez pas de représentation. Et les lois seraient très différentes, seraient votées différemment, je pense, sur les salaires, sur tout un tas de sujets. S'il y avait un peu plus d'ouvriers, un peu plus d'agriculteurs, un peu plus d'artisans, je pense que ce serait très différent. Absolument. On peut ajouter que le journalisme va dans ce sens-là, puisque moi je me suis retrouvé sur un plateau de je ne sais plus quelle chaîne de télévision, je ne sais plus, mais c'était rue Telkrieff, donc ça doit être BFM. Donc je pense que c'est BFM TV. Et il y avait au maquillage Arlette Chabot. Et j'ai appris à ces deux femmes dont le métier consiste quand même à s'occuper de la politique française que Georges était candidat. Et Ruth Elkrieff, à qui je l'ai fait savoir en direct sur le plateau, m'a dit mais non, enfin quoi, enfin, elle m'a presque fait douter de moi-même. Je dis si ça se trouve, Georges a renoncé. Mais on se dit, voilà, Georges Kosnavitch n'existe pas. Ousmane, on ne sait pas qui c'est. Voilà, il n'existe pas. Arlette Chabot, je le répète quand même, et Ruth Elkrieff, c'est-à-dire des piliers du commentaire de la politique française.
Absolument. Alors, on voit qu'il y a un verrouillage sur le terrain pour que n'importe qui ne puisse pas se présenter. Et puis, on voit qu'il y a un verrouillage aussi dans les médias, puisque je ne pense pas que vous ayez eu beaucoup d'invitations depuis que vous avez déclaré votre candidature. Georges, vous confirmez, il n'y a pas eu beaucoup d'invitations à vous découvrir comme on le fait ce soir. Non, mais c'est pour ça que je suis très content de travailler avec vous et avec Front Populaire, mais je ne suis pas du genre à me plaindre de ça. Non, je confirme. Je fais pas comme d'autres. J'ai écrit beaucoup de tribunes, d'articles, mais également des membres de République Souveraine ont écrit des articles à Front Populaire, mais au Figaro, à Marianne, au Huffington, assez régulièrement. Ce qui fait d'ailleurs que certains journalistes un peu plus attentifs que Mme Potel-Krief nous connaissent, en fait. Et on a une réputation au moins de sérieux. C'est-à-dire qu'on ne sort pas des âneries et nos positions sont en général argumentées, chiffrées, sourcées. Et voilà, on est besogneux, on a un intérêt pour ce pays et son peuple, et ça prendra le temps que ça prendra. Et puis il y a d'autres moyens d'expression. Il y a des médias alternatifs comme Front Populaire, justement, ou digital. Et puis on est invité, ou je suis invité, dans différents médias sur les réseaux sociaux, ce qui est aussi un moyen de se faire connaître. Et il me semble que certains médias alternatifs sont plus regardés, d'autant plus par les gens qui nous intéressent. Parce que si c'est pour ceux qui regardent BFM TV ou LCI en continu, sont tendanciellement des gens qui ont plutôt voté pour Emmanuel Macron ou Madame Anne Hidalgo. Et donc, non, mais je vois que vous ne vous victimisez pas, c'est formidable, vous avez ce courage-là. On va continuer à essayer de vous découvrir. En quelques mots, là je voudrais qu'on soit assez bref parce que je ne veux pas qu'on fasse la soirée là-dessus. Quelles sont vos différences avec Éric Zemmour, Marine Le Pen, François Asselineau? Alors déjà, je suis étonné que vous posiez les questions par rapport à ces personnes-là. Qui sont plutôt, au moins deux d'entre elles, classées à l'extrême droite. Vous aurez pu me demander qu'est-ce qui me distingue de M. Roussel ou de M. Montebourg, qui eux aussi défendent une certaine forme de souveraineté. Moi, ce qui me distingue de ceux que vous avez cités, c'est d'abord que certains sont des souverainistes en carton. Voilà. Madame Marine Le Pen, si je ne me trompe pas, elle aussi a radicalement changé son programme, mais elle le fait régulièrement. C'est-à-dire que le FN ou RN, il y a un changement de programme à 180 degrés tous les 4, 5, 6 ans. Et par rapport à 2017, elle est quand même nettement moins souverainiste. Elle est même pour le maintien de Schengen. Un souverainiste qui veut rester dans Schengen, bon, faudra m'expliquer quelle est la signification. Ce qu'on voit, c'est que Madame Le Pen, c'est plutôt essayer de se recentrer et de s'offrir une possibilité d'alliance politique avec la droite libérale si d'aventure elle gagnait l'élection présidentielle. Et c'est ce qu'elle fait. Monsieur Zemmour, quant à lui, a dit qu'il continuerait la politique économique de Monsieur Macron. Bon, c'était le bras de gauche atrophié qui a valu tant de malheur à Michel Onfray. Mais oui, il n'a pas de bras gauche, il a un seul bras, c'est un bras droit, et c'est même un bras qui, économiquement, est très, très néolibéral. Et c'est ce que j'ai fait dans différentes interventions que j'ai pu faire avec des souverainistes. On me l'a reproché. Tant pis, moi, je parle à tout le monde. Et je leur ai dit ce que je pense. C'est que la souveraineté, c'est bien, mais s'il y a plutôt une intellectuelle qui me guide, c'est Coralie Delhomme, qui nous a quittés il y a un peu plus d'un an. Et la souveraineté n'est pas que la finalité en soi, c'est qu'est-ce qu'on en fait. Et donc l'élément social dans ma démarche et dans notre démarche est extrêmement important. C'est pour ça qu'on est avec De Gaulle et avec Jaurès. Et puis, une certaine extrême droite, je crois, en particulier la famille Marine Le Pen, s'est construite en opposition très largement au général de Gaulle, la fille aussi, hein. Enfin la nièce, enfin la petite fille, je ne sais plus. Bon, bref, en tout cas, c'est un clan qui, quand il se revendique du gaullisme, c'est également assez étonnant. Donc voilà, ça c'est la grande différence, c'est sur l'économie. Et avec ce sont des gens qui, imaginez, François Asselineau, c'est sur certains sujets, c'est un peu pareil. À quoi ça sert de recouvrer l'indépendance si c'est pour mener des politiques néolibérales à partir de Paris? Bruxelles fait très bien le travail, en vrai.
C'est les soucis. Et puis, M. Asselineau a une approche, mais peut-être qu'on en parlera plus tard, par rapport à l'Union européenne qui n'est pas la mienne. J'ai eu la chance de faire des choses différentes dans mon existence, ce qui, je pense, me caractérise et me distingue des autres candidats. J'ai entre autres été un peu militaire. Et dans ce un peu militaire, j'ai fait l'école militaire pour les officiers de réserve. J'ai fait l'école d'état-major. Et on y apprend qu'il n'y a pas de bon plan, mais il y a sûrement un mauvais plan, c'est d'avoir un seul plan. C'est comme nos pauvres généraux qui sont partis en 1870 faire la guerre face aux Prussiens, n'emmenant que les cartes de la Prusse, parce qu'ils étaient convaincus que la guerre se passerait chez les Prussiens. Ils n'avaient pas pris de carte de France. Bon, en dehors des trahisons de Foutriquet de l'époque, M. Adolphe Thiers, qui n'est pas Hitler, parce que les gens souvent oublient, donc c'est bien Thiers, Adolphe Thiers, le Versaillais dont se revendique M. Emmanuel Macron, le Foutriquet contemporain, qui est prêt à trahir l'intérêt national et de son peuple pour l'Allemagne, en faire bref. Eh bien, il faut plusieurs plans. Et M. Asselineau se cantonne au respect, je ne sais pas pourquoi, de ce traité de Lisbonne qui a été rejeté par le peuple en 2005. Donc, de facto, on a une onction populaire quand on s'oppose à ce traité, puisque le peuple a voté contre, et que l'article 3 de notre Constitution stipule que la souveraineté nationale procède du peuple qui s'exprime par la voix des élus ou par voie référendaire. On n'a pas nécessairement besoin de passer par l'article 50. C'est étonnant d'avoir un adversaire à qui on dit on va faire exactement ça. Il faut avoir plusieurs plans pour résister à l'Union européenne, pour sortir de ce carcan européen, pour se redonner des marges de manœuvre pour gouverner dans l'intérêt du peuple et du pays. Et l'article 50 et le Frexit peuvent être un des moyens, mais un des moyens qui n'est pas peut-être le plus efficace, comme l'ont montré les Britanniques. On va y revenir dans un instant, mais je voudrais quand même que vous éclaircissiez ce point, parce que Marine Le Pen se revendique souvent de cette analyse que vous développez aussi, du bloc populaire contre le bloc élitiste, entre guillemets, le bloc des élites contre le bloc populaire, mais vous ne lui faites pas du tout le crédit d'être sincère là-dessus. Moi, je n'ai pas héritier d'un grand cimentier français, par exemple. Donc, qui range en tout cas son père dans le clan bourgeois, au tout du moins en termes économiques. Encore une fois, plusieurs fois, le programme de ce parti politique est compliqué à comprendre. Si je paye, si quelqu'un peut m'expliquer quelle va être la politique économique menée par Marine Le Pen si jamais d'aventure elle gagne l'élection présidentielle. Si on regarde les différents programmes défendus par ce parti, ça peut aller d'une sorte de socialisme à la française à du néolibéralisme extrême. Pour finir ce tour d'horizon, Éric Zemmour a réussi à imposer un thème dans la première partie de cette campagne présidentielle, qui est cette défense de la civilisation judéo-chrétienne. J'aimerais savoir ce que vous en pensez et que Michel réagisse aussi sur ce sujet-là. C'est quand même un défenseur autoproclamé de la civilisation judéo-chrétienne. Enfin, on peut lui faire crédit d'avoir vraiment mis ça sur et je crois qu'il maîtrise mal ce qu'est la civilisation judéo-chrétienne, malgré ce que l'on dit de son érudition. Par exemple, récemment, il a plusieurs fois critiqué le pape François. Parce que le pape François va à Lampedusa et dit qu'il faut accueillir les migrants et il faut couper son manteau aux deux. Bon, mais malheureusement, je suis désolé pour M. Zemmour, mais c'est le pape qui est d'abord le chef de l'Église catholique, l'Église universelle, qui ne reconnaît pas, qui ne reconnaît pas nécessairement les États et qui se voit au-dessus, qui accueille son prochain. Dieu est amour. Mais surtout, le grand problème d'Éric Zemmour, c'est qu'il a oublié les enseignements principaux des évangiles et de l'Ancien Testament. Alors, je ne suis pas un expert en théologie, mais si je me souviens bien, la personnification la pire du diable, c'est Mahamon. C'est la cupidité, c'est l'avarice, c'est l'appât du gain, l'argent. Et tant le christianisme, pendant de nombreux siècles, a tenu l'argent à l'écart
est considéré comme quelque chose de sale. Il faudra beaucoup de réformes pour que l'argent devienne compatible avec le christianisme, et c'est en particulier dans le monde anglo-saxon, protestant, que ça a été possible. Et M. Éric Zemmour, en disant qu'il continuerait la même politique économique qu'Emmanuel Macron, ne se rend pas compte que le principal facteur de délitement de la société et de notre civilisation, c'est l'argent, c'est le capital. Ça a d'ailleurs été très bien dit en des mots très simples par Karl Marx dans le manifeste du Parti communiste, qui a introduit en disant que le capital s'attaque à tous les liens sociaux, familiaux, religieux, syndicaux, à la tradition. Je ne me souviens jamais de la formule exacte, peut-être Michel la connaît par cœur, mais de tous ces liens sociaux, on finit dans les eaux froides du calcul égoïste. Et ça, c'est le délitement de la société. Et s'il y a un grand remplacement dans ce pays, ben c'est d'abord un grand remplacement de la civilisation anglo-saxonne qui fonctionne sur l'argent principalement, et qui entre dans la tête des élites. Et donc voilà. Et puis une dernière chose, je tiendrai à préciser, nous ne sommes pas que les héritiers de la civilisation judéo-chrétienne, nous sommes héritiers du monde gréco-romain, qui se fait est également païen et polythéiste et beaucoup plus compliqué. Et moi, j'y vois là un véritable héritage, c'est un héritage politique. La démocratie, c'est compliqué, c'était très différent, mais elle est née quand même à Athènes. Et puis, c'est la Respublica, la République à la romaine. La France doit être... Bon, ça, c'est une passion qu'on a en commun avec Michel Onfray, Michel étant bien plus spécialiste que moi sur Rome. Mais la France est principalement héritière de Rome, que ce soit par les lois, la manière d'aborder la politique, ou même l'assimilation. Voilà, tout ce que M. Zemmour semble oublier. Alors, Michel, oui, vous pensez que le monde anglo-saxon est plus une menace pour la civilisation judéo-chrétienne que l'islam, dont parle Éric Zemmour prioritairement? Oui, d'abord, je souscris à ce que dit Georges sur ce tuilage. Il y a les gréco-romains et puis ensuite il y a les judéo-chrétiens. Hein. C'est comme ça que ça fonctionne. Évidemment, quand il y a Assur, Sumer, Babylone, les Égyptiens, etc., enfin, il n'y a pas des disparitions complètes de civilisations. Elles disparaissent, mais en même temps, elles fécondent d'autres civilisations qui prennent la suite. Donc oui, on pourrait s'entendre sur ce qu'on doit aux Grecs, ce qu'on doit aux Romains, ce qu'on doit aux Juifs et ce qu'on doit aux chrétiens. Mais de fait, ça constitue une civilisation judéo-chrétienne. La conception d'Éric Zemmour est très autocentrée. La civilisation judéo-chrétienne, c'est sa France des années 60. On a l'impression. C'est-à-dire que ça va guère au-delà, parce que j'ai eu l'occasion de débattre avec lui sur des questions d'esthétique, notamment sur des questions d'art contemporain. Il n'y a plus de Zemmour, là. Il n'y a plus d'Éric. Quand on commence à parler peinture, musique, même littérature, c'est-à-dire on ne l'entend jamais vraiment avoir d'avoir des références au grand siècle, par exemple, à la littérature du grand siècle. Racine, Corneille, Boileau, Boileau, Molière, La Fontaine, ça n'existe pas. On est dans la littérature du 19e, c'est Hugo, c'est Taine, c'est éventuellement Zola, c'est un peu Barrès, c'est un peu... Donc il est dans une lecture politique de la littérature, et alors l'art contemporain, il ne connaît plus du tout. Donc là, pour le coup, c'est fini. La musique, jamais, pas de référence. Donc de fait, il a une conception un peu étroite, je dirais, de la civilisation judéo-chrétienne, mais on peut l'élargir, je le crois. De même que les gréco-romains rendent possible les judéo-chrétiens, notre civilisation judéo-chrétienne rend possible la civilisation suivante, qui pour moi sera néo-californienne, disons-le pour aller vite, c'est-à-dire la civilisation du transhumanisme. C'est ce vers quoi nous allons. Marchandisation du corps, marchandisation des utérus, des femmes, on est obligé de préciser aujourd'hui, achat des enfants, vente des enfants, catalogue pour choisir des pères, des mères, des géniteurs, pour acheter des ovules, pour acheter des spermatozoïdes, tout ça marche très bien. Il y a eu récemment un Black Friday, je ne sais pas si vous savez, mais je veux dire qu'il y a eu une journée de solde pour les spermatozoïdes et les ovules. On a fait ça quand même aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est ce vers quoi nous allons. Et ce sont les GAFAM. Les GAFAM, c'est la côte ouest des États-Unis. Ce sont les Californiens. Donc, d'une certaine manière, l'islam n'est pas problématique. L'islam, il est juste là, il profite de l'occasion. C'est-à-dire que c'est le bazar, c'est le chaos et c'est le nihilisme en Europe. Voilà, ils sont là, et puis eux, ils ont des valeurs, des vertus, ils défendent leur vision du monde, et puis ils ont un profond mépris pour nous, qui nous méprisons. Ils nous méprisent car nous nous méprisons.
la haine de soi française, cette détestation française. Il ne faut pas aimer le drapeau, il ne faut pas aimer l'histoire de France. On dit toujours, ah là là, on est des catastrophes, la France. La France, c'est Vichy, c'est Pétain, la France, c'est le colonialisme, la France, c'est le racisme, la France, ça n'est que ça. Donc, il y a une tradition de l'honneur dans l'islam. Et on n'aime pas les gens qui ne s'aiment pas. On n'aime pas cette espèce de façon qu'ont les Français de toujours demander pardon. La guerre d'Algérie, on est coupable, on vous demande pardon, est-ce que vous voudriez bien nous excuser? Plus on est dans cette récipicence, plus on est détesté par un peuple qui a le sens de l'honneur, qui a le sens d'un certain nombre de valeurs, de vertus. On en pense ce qu'on veut, mais je crois effectivement que l'islam n'est pas fort de sa force, l'islam est fort de la faiblesse du judéo-christianisme qui s'en va. Ségalen a écrit un très beau livre qui s'appelle Les Immémoriaux, qui raconte comment c'est une petite civilisation, les Maoris. Mais il dit à un moment donné, les missionnaires arrivent, et puis ben voilà, ils sont en train de christianiser la totalité de l'île, puis c'est fini, les Marquisiens, ils deviennent chrétiens, etc. Mais Ségalen dit, Ségalen dit, si ça a lieu, c'est-à-dire si les missionnaires peuvent arriver, c'est parce que la civilisation était déjà morte. Elle est déjà morte parce qu'à un moment donné, les anciens sont en train, avec des cordes à nœuds, comme ça, ils racontent l'histoire des anciens, ils racontent la généalogie. Machin, fils de bidule, fils d'un tel, etc., etc. Et puis à un moment donné, il y a les anciens qui sont en train de raconter ça, il y a le chef du village, puis à un moment donné, il a un trou. Il a perdu la mémoire de son passé, de son peuple, de sa civilisation. C'est là qu'est l'effondrement de la civilisation. Ce n'est pas dans le fait que les missionnaires arrivent ensuite. Ils arrivent ensuite, ils peuvent arriver ensuite parce que c'était déjà mort. Si l'islam arrive, c'est parce que nous sommes déjà morts. Et cette civilisation n'a plus les moyens d'exister parce que personne n'est prêt aujourd'hui à mourir pour défendre la civilisation judéo-chrétienne. Nombre de musulmans sont prêts à mourir pour défendre la civilisation musulmane, ça paraît évident. Les gens du transhumanisme ne sont pas encore en train de ne sont pas encore dans une civilisation pleinement constituée. Ils travaillent à la généalogie de cette civilisation. On est en gros au 3e, 4e siècle de notre ère pour parler de Rome. C'est la fin de l'effondrement. C'est l'effondrement. C'est pas empire, c'est la fin de Rome et c'est l'avènement du christianisme. C'est le début du christianisme de Constantin, le début du 4e siècle. Et donc, on est dans cette configuration-là. Donc, la crainte, pour moi, c'est évidemment le transhumanisme. Donc, je dis effectivement que ce qui se joue dans notre fin de civilisation, c'est l'avènement de ces civilisations dont les héros sont les patrons des GAFAM. Elon Musk, par exemple, enfin, la fameuse vie extraterrestre, et puis Neuralink, cette société Neuralink qui rend possible la possibilité de transmettre les datas dans des cerveaux de mammifères. C'est actuellement fait avec une truie qui s'appelle Gertrude et qui est, pour l'instant, et c'est extrêmement compatible, hein, c'est un mammifère, les cochons et nous, c'est assez semblable, on déplaise aux musulmans, eh bien, on peut aujourd'hui transférer la totalité des datas dans le cerveau d'un cochon, c'est-à-dire que ça peut marcher pour nous. Et quelles sont les datas que nous transférerons? Voilà, nous y sommes. C'est-à-dire que la grande peur ne doit pas venir d'une espèce de grand remplacement de notre civilisation par une civilisation musulmane, mais par le fait que notre civilisation disparaîtra pour laisser place à une civilisation transhumaniste qui se joue pour le coup en Californie. Et je finis là-dessus. Maastricht est la courroie de transmission de ça. C'est-à-dire l'Europe travaille à ce projet-là. Il faut détruire les nations, les peuples, les pays, les cultures. Et quand on aura fabriqué cette espèce de coquille vide que serait une Europe totalement dominée par le marché, alors pour le coup, il suffirait d'ajouter ce rouage à la grande machine californienne et on disposera à ce moment-là d'un grand gouvernement planétaire qui est celui auquel invitent les Alain Minck, les Jacques Attali ou les Bernard-Henri Lévy. Je rappelle que Jacques Attali a écrit un livre qui s'appelle « Demain, qui gouvernera le monde ?» Point d'interrogation. Eh bien, c'est le titre d'un livre. On n'est ni antisémite, ni complotiste, ni paranoïaque quand on dit que c'est un projet qu'un certain nombre de gens ont. Et on peut bien répondre à cette question. Demain, qui gouvernera le monde? On n'aura sûrement pas le peuple. La réponse, c'est sûrement pas le peuple. Merci. Alors, je voudrais qu'on se penche maintenant, après avoir parlé de votre biographie, qu'on se penche... après avoir vu vos concurrents, entre guillemets, je voudrais qu'on parle maintenant de votre programme, puisque programme il y a à la République souveraine. D'ailleurs, je vous invite à découvrir ce programme sur républiquesouveraine.fr, république-souveraine.fr. Commençons par le commencement. On l'a sous tous les formats. Oui. On l'a en 2 pages, en 5 pages, et là, bientôt, on l'aura en 250 pages. Alors, donc, on va pas avoir le temps. Tous ceux qui veulent les détails et ceux qui veulent rapide, on a une charte en 20 points où les choses sont dites assez clairement. Et là, on a 50 propositions.
Alors, on ne va pas tous les passer en vue, Bien évidemment, mais on va commencer par le commencement, c'est-à-dire la mère de toutes les batailles pour un souverainiste, c'est évidemment de commencer par abroger le traité de Lisbonne qui a été ratifié, donc comme je le disais, enfin comme on en parlait tout à l'heure, contre l'avis majoritaire du peuple en 2005, et tout ce qui en découle, comme la directive sur les travailleurs détachés ou les normes européennes qui s'introduisent dans le droit français. Alors, comment compteriez-vous vous y prendre? Vous avez plusieurs plans. Vous parliez tout à l'heure du plan. Avoir plusieurs plans est une nécessité. Quelle serait la feuille de route? Bon, on l'a dit plusieurs fois, la feuille de route, c'est de faire un référendum populaire, puisque c'est une revendication populaire. Il y avait le RIC, il y avait lors du mouvement des Gilets jaunes, il y a un désir de réappropriation du politique par le peuple. Et je trouve que le quinquennat d'Emmanuel Macron, en ce sens-là, a été extrêmement intéressant. Ça n'a pas été simple. Il y a eu le mouvement des Gilets jaunes qui a nécessité quand même la mise en place d'un grand débat et de refaire les cahiers de doléances. On n'a pas fait ça depuis 1789 quand même. Cahiers de doléances, d'ailleurs que nous, sur lesquels on a travaillé sur un des corpus des cahiers de doléances, mais qui ont été enterrés, littéralement. Oui. Ils ne sont pas utilisés. Il n'en reste rien. Il n'en reste rien. Mais il n'y a pas eu que ça. Il y a eu, un an avant la crise de la Covid, les personnels de santé, des plus petits aux mandarins de l'hôpital public, ont fait un an de grève. Alors, ils ont fait un an de grève comme on fait grève au Japon. C'est-à-dire qu'ils disent qu'on est en grève, mais ils continuent à soigner les gens. Et à l'époque, je vous rappelle, on avait Madame Buzyn, qui a été d'une exemplaire efficacité dans le traitement de la crise de la Covid, et qui a été récemment décorée de la Légion d'honneur. À l'époque, se déplaçait avec M. Emmanuel Macron dans les hôpitaux en levant les yeux au ciel, comme ça, à chaque fois que quelqu'un disait « on n'a plus les moyens, on n'a pas assez de moyens ». Bon. L'une des revendications premières est dramatique, qui conduit bien des médecins et des infirmiers et des infirmières à démissionner, ou certains se suicident, c'est qu'ils n'ont pas les moyens pour mener à bien leur mission de service public. Bon, à l'époque, on se moquait d'eux. Mais donc, il a fallu qu'ils fassent le Ségur de la santé. Puis il y a eu le Beauvau de la sécurité. Et puis avant, il y avait la grande répétition. Je pense que tout le monde l'a oublié ici, ou peut-être pas. C'était c'est toujours des noms ronflants. Non, c'était pas les assises, les États généraux. Les États généraux de l'alimentation, parce qu'il y a une colère du peuple paysan qui n'est pas rémunéré, les exploitations agricoles ferment, c'est une population également qui se suicide, c'est 2 par jour, c'est quand même terrifiant dans ce pays. Les gains sont des gens qui travaillent d'arrache-pied, pour la plupart d'entre eux, et qui ne peuvent pas vivre de leur travail. Et il y a eu donc ces états généraux de l'alimentation qui ont duré un an de débat, puis à la fin, les organisations paysannes, en tout cas la Confédération paysanne, a dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc? À la fin, on nous a écoutés, on a discuté, beaucoup de blabla, et puis finalement rien, c'est la grande distribution qui est favorisée. Il y a eu les 150 citoyens pour le climat, et ainsi de suite. Donc on voit qu'ils sont bien obligés de faire semblant qu'il y a un débat démocratique, mais ça veut dire qu'il y a cette volonté. Et je pense qu'elle s'exprimera, et c'est pour ça que nous voulons passer par le référendum. Mais cela n'empêche pas immédiatement, comme on dit, de désobéir. C'est-à-dire que nous, on a, vous le verrez sur le site, on a 50 propositions. C'est une sorte de résumé, c'est toujours un peu bancal, mais 50 grandes propositions. Mais ce qui est intéressant, c'est l'introduction dans les 50 propositions. Les propositions sont intéressantes aussi, mais dans l'introduction, on a marqué, on explique que chacune de ces propositions peut être associée à un marqueur. 1, soit la proposition ne peut pas être mise en œuvre parce que c'est interdit par les traités européens ou les traités de libre-échange. 2, elle ne peut pas être mise en place à cause de telle ou telle disposition. 3, elle ne peut pas être financée. Pour voir combien les choses sont interdites. Ce qui fait que l'approche, on sort de l'Union européenne, Frexit, qui effraie beaucoup les gens parce que le changement, on ne sait pas où on va aller, est problématique. Notre stratégie est à rebours. C'est de dire,
Si je suis élu président de la République, je serai le premier président d'une longue série, ainsi que le personnel politique qui viendra avec moi, le premier d'une longue série, qui ne dira pas, qui ne cherchera pas à justifier pourquoi on doit limiter le financement de l'hôpital public, mais qui se débrouillera pour que l'hôpital public soit financé, pour qu'il y ait des maisons de santé là où il y a des déserts médicaux, pour qu'on n'ait pas à attendre, y compris à Paris, pendant des mois pour voir un gynécologue ou un dermatologue. Et pour ça, il faut des financements. Et cette mesure-là implique de désobéir de facto aux traités européens et à certains traités de libre-échange. Eh bien, ma foi, j'ai dit, il y a plusieurs plans. De Gaulle faisait la politique de la chaise vide. Et puis, il faut quand même savoir que la France on n'est pas exactement la Grèce. C'est facile de menacer la Grèce. Et encore, ça aurait pu coûter cher à certains détenteurs de la dette grecque si Tsipras avait menacé de faire défaut. Mais la France, c'est quand même la France, la 5e puissance mondiale. Nous sommes contributeurs nets. Donc ça veut dire qu'entre ce que l'on donne à l'Union européenne et ce que l'on reçoit de l'Union européenne, nous sommes plus 11 milliards. Si la France arrête de financer, le machin ne tient pas. Donc s'il faut augmenter les salaires et faire en sorte que les paysans aient un salaire décent, que ceux qui travaillent à l'hôpital public soient augmentés, que les enseignants soient augmentés, eh bien, on désobéira. Et s'ils ne sont pas contents, on fera un protectionnisme intelligent et on mettra nos douaniers aux frontières et on résistera. D'ailleurs, je ne sais pas, c'est pas les petits bras des hauts fonctionnaires de Bruxelles qui peuvent faire quelque chose contre la France. Donc, on engagera un rapport de force et qui permettra d'expliquer et d'avoir un débat avec le peuple de France. Ça peut prendre 6 mois, ça peut prendre 8 mois, et à la fin, il y a un référendum. Mais un référendum qui est un peu comme celui de 2005. Hein, tout le monde disait non, il ne faut pas voter, il faut oui, c'est impératif, sinon vous aurez 10 plaies d'Égypte qui vont tomber sur la France. Mais le peuple, y compris les gens, comme on dit, peu éduqués, mais en fait, étaient beaucoup plus intelligents que bien des gens éduqués, se sont appropriés le texte très compliqué, absolument abscon. C'est écrit dans un style qui est fait exprès pour qu'on n'y comprenne rien, mais ils se le sont appropriés, et après un très 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 long débat et de multiples rencontres, eh bien, ils ont voté non. Je pense que cette phase de résistance, de désobéissance, d'action concrète en montrant mais pourquoi est-ce qu'on a cette Union européenne qui empêche qu'on ait un bon système ferroviaire? Pourquoi est-ce qu'on devrait s'empêcher d'avoir un bon système de santé? Je pense que cette démarche-là convaincra, pendant la phase de désobéissance, d'avoir l'onction populaire, pas un référendum, pour aller plus loin. Et l'idée n'est pas juste de sortir de l'Union européenne, c'est briser le carcan européen. Et là, nous avons des alliés avec les autres peuples d'Europe. Tous les référendums qui ont été demandés par l'Union européenne sont toujours soldés, ou sur des questions européennes, quels que soient les pays, sont soldés par des noms des peuples, que les peuples soient aussi différents que les Grecs, les Britanniques, les Français ou les Hollandais. Si les Irlandais ont voté oui, mais parce qu'ils avaient mal voté la première fois, on leur a demandé de revoter pour qu'ils votent oui. Ce qu'ils ont fait, c'était le référendum en Irlande. Et donc, je pense qu'on peut s'appuyer sur les peuples. Moi, un des moments les plus formidables de ma vie militante, c'est quand les Grecs, eux, c'est un petit peuple, hein, c'est à peine 2% du PIB de l'Union européenne, 6 mois avec vraiment le fusil sur la tempe, avec le FMI, la Banque centrale européenne, la Commission européenne, qui leur promettent la misère, la guerre sociale, la destruction de leur pays, de ne plus avoir d'argent, comprenant très bien les menaces, puisqu'elles étaient formulées de manière extrêmement claire pendant les 6 mois dans lesquels Tsipras négociait ou faisait semblant de négocier, je ne sais pas, eh bien, ils ont quand même voté non. Ils ont dit non. Nous avons un honneur, nous avons un pays, nous avons une histoire, nous avons une manière de vivre, on veut la garder. Et ensuite, il y a eu la trahison de Tsipras. Mais on voit quand le peuple se mobilise, en général, il est contre ces mondialistes et ces européistes. Et je pense qu'à la fin, on gagnera. D'accord. Alors, il y a une question aussi qui est centrale, c'est dans la souveraineté, c'est évidemment l'existence de sa propre monnaie. On aimerait vous entendre là-dessus, Georges, parce que on peut appartenir
à l'Union européenne et ne pas souscrire à l'euro. Je rappelle quand même, pour ceux qui l'ignorent, qu'il y a beaucoup de pays en Europe, dans les 27, le 28, qui ont gardé leur monnaie de référence. Il se trouve que par un hasard du calendrier, je reviens d'un pays qui s'appelle la Tchéquie. La Tchéquie a gardé ses couronnes. Il y a beaucoup d'autres pays en Europe qui ont gardé leur monnaie, ce qui leur permet d'avoir une autonomie particulière et la capacité de dévaluer par rapport à l'euro quand ils le souhaitent, de manière à garder la possibilité d'une compétition encore possible. Et ça vous paraît je souris essentiel. parce que j'ai une grand-mère tchécoslovaque aussi. Donc je suis vraiment très, très européen. Je vais peut-être vous surprendre et répondre plus vite. J'ai dit qu'il faut avoir tous les leviers pour instaurer un rapport de force. Le fait que nous ayons un euro, c'est-à-dire la monnaie commune, entre autres avec l'Allemagne, est un levier d'action. C'est très difficile d'attaquer une devise qui, en même temps, nuirait à l'Allemagne. Et d'ailleurs, comme vous le savez peut-être, il y a deux pays qui impriment les euros, c'est l'Allemagne et la France. Bon, pour ceux qui connaissent la série Casa del Papel, vous avez un moyen très très embêtant pour l'Allemagne, c'est d'accroître l'inflation en imprimant des billets. C'est un moyen de lutter. Comment vous allez attaquer ça? Alors, je pense que là, Angela appelle, enfin pardon, c'est plus Angela, c'est Olaf. Elle dit mais qu'est-ce que vous faites? Il va y avoir une inflation dans l'Union européenne. Ah oui, ben, nous on voulait négocier ça, ça et ça. Bon, pour le moment, les rotatifs tournent et on imprime des billets. D'accord. Mais on rigole, mais c'est un levier d'action. Mais bien évidemment qu'à terme, l'État s'est constitué autour de certaines choses. C'est la collecte de l'impôt, c'est battre monnaie et c'est avoir une armée. Si vous n'avez pas ça, vous n'avez pas d'État, vous n'êtes pas indépendant. Donc à terme, il faut bien évidemment recouvrer la souveraineté monétaire. Mais c'est peut-être pas le levier principal d'action, contrairement à ce qu'on pense, ni même la sortie de l'Union européenne. Je pense que le levier d'action principal, et je développerai pourquoi je le pense, c'est de s'attaquer à la dette. Ça, c'est l'attaque la pire que peut subir les institutions financières et l'Union européenne. Tout tient sur la dette. Bref, et un des moyens d'action pour casser les États, c'est la dette et l'argument de la dette. Moi, j'aime beaucoup cette histoire. Quand Tsipras a trahi et finalement signe le mémorandum alors que les Grecs ont voté non. Quelle est la première action des petits soldats verts de l'Union européenne, de la Commission européenne? Ils sont allés le lendemain à la Voulie, au Parlement grec, se saisir du travail initié par une femme extraordinaire que j'aime beaucoup, Zoé Constantopoulou, et que je salue ici, qui était présidente du Parlement grec à ce moment-là, le travail sur l'audit de la dette. Premier objectif, casser le travail sur l'audit de la dette. Or, il faut savoir, au moins d'un autre pays, et je salue le député M. Ruffin, qui avait fait un travail jadis sur ce sujet, la plupart de nos grands leaders politiques, que ce soit des rois, que ce soit Henri IV, Sully, Turgot, Richelieu, Mazarin, le Comité de salut public, Poincaré, De Gaulle, ont la particularité, ou Philippe le Bel, d'avoir tous fait défaut sur toute ou partie de la dette qu'ils avaient. Chacun d'une manière différente. Bon, il y en a qui ont brûlé les Templiers, qui ont pris le reste du trésor, puis hop, la dette était annulée, pratique. D'autres plus sympathiques, et ils ont, je trouve leur démarche intéressante, c'est De Gaulle qui laissait filer un peu de l'inflation, 5, 6, 7%, ce qui fait que bon, vous tuez le rentier, comme disait Keynes, ou le monsieur Sully, donc Premier ministre du bon roi Henri IV, le roi de la poule au pot du dimanche. C'est resté quand même des siècles, ce qui a été rendu possible par le simple fait de faire, pour le coup, un audit de la dette et de payer à peu près 12% de la dette. Avec cette remarquable analyse très matérialiste de M. Sully, à savoir qu'il demandait aux créanciers combien est-ce qu'ils avaient de compagnies de soldats. Alors on remboursera 12%. Et ils ont accepté. Vous pensez, Michel, qu'il faut savoir s'asseoir sur la dette ou faire s'asseoir les créanciers sur leur dette? Alors là, je ne suis pas compétent sur ce sujet-là, parce que j'ai plutôt un abord moral plutôt qu'économique sur cette histoire.
Je n'aime pas les dettes qui ne sont pas payées. Je ne suis pas freudien, je ne suis pas lacanien. Quand je le dis, je pense que la France s'est engagée, qu'il faut honorer aussi la parole de la France. Et j'ai tendance à souscrire à ce que dit Georges sur ce sujet, j'apprends. Et j'aimerais avoir les arguments qui me permettraient franchement de trancher. J'aimerais bien, d'un point de vue éthique et moral, estimer que la France qui continue et qui dure, quel que soit ce qui préside à cette destinée, puisse honorer les dettes qui sont les siennes. Maintenant, qu'on puisse agir avec la dette, en utilisant la dette, je l'entends. Intellectuellement, je vois comment ça peut fonctionner, mais je ne suis pas convaincu moralement. D'accord. Et ça dépend, tout dépend comment on le fait. Encore une fois, on a quand même une Commission européenne et une Banque centrale européenne qui est détachée du politique, dont la fonction principale, sauf jusqu'à la crise, parce qu'ils sont bien embêtés, il faut bien qu'ils mettent des liquidités pour que tout ne s'effondre pas. Leur objectif principal est qu'il n'y ait aucune inflation, en tout cas aucune inflation pour les détenteurs de capitaux. Pourquoi ? Parce que si vous avez de l'inflation, vous perdez votre capital. J'entends bien, mais si on a une monnaie nationale, les autres monnaies vont spéculer contre nous parce que nous ne serions plus crédibles, nous n'honorerions plus nos dettes. Donc, pour le coup, nous n'aurions plus aucun crédit possible. Crédit au sens large du terme. C'est-à-dire le fiduciaire, ça renvoie à la foi. C'est-à-dire on croit ou on ne croit pas. Si on honore, on est très romain, toi et moi, mais si on honore la dette, en même temps, on honore les anciens, on honore la parole, on honore quelque chose qui va au-delà de la République. Moi, je suis très républicain, mais il y a la France aussi. La France ne naît pas quand la République surgit. Donc il y a la France, il y a la République, et je pense que honorer la dette, c'est aussi faire de telle sorte que la France puisse être honorable. Mais parfois on honore la dette, et souvent en général on l'honore 2 fois, 3 fois, 4 fois, 50 fois pour certains pays. Le pauvre pays, Haïti, a honoré, c'est pour ça qu'il est ruiné, une dette qu'il a remboursée, il me semble, 74 fois. Oui. Par l'intérêt sans jamais rembourser le capital initial. Oui. Mais après, il y a les intérêts de la dette, ça aussi c'est autre chose. Oui, je comprends, mais c'est pour ça que c'est intéressant l'audit de la dette et que les créanciers comprennent parfaitement. Quand ils ont, par l'intérêt de la dette, été déjà remboursé au moins une fois et sinon plusieurs fois, parfois tout va très bien. Oui, d'accord. Et puis il faut bien qu'on peut négocier sur les intérêts de la dette sans pour autant lâcher et dire nous honorerons la dette. Enfin bon. C'est pour ça qu'il y a des audits de la dette. Il y a des dettes qui sont légitimes et d'autres qui ne le sont pas. Et puis, le fait de ne plus avoir de banque centrale est un problème quand même central. Enfin, c'est non seulement on ne bat pas monnaie, mais en plus, on n'a aucun contrôle sur la monnaie, en plus de ne pas avoir le contrôle sur le budget. Donc, on voit qu'il y a vraiment des choses à faire sur cette question de la monnaie. Évidemment, quand on est souverainiste, on ne peut qu'y penser. Il y a un autre point sur lequel vous risquez d'avoir des désaccords, c'est sur l'organisation de ce que j'appellerais l'échelle, le bon échelle ou le bon échelon des territoires et de l'organisation. Finalement. C'est-à-dire qu'on sait, Michel, très girondin, on vous sait plus jacobin. Quel est pour vous, puisque j'ai cru comprendre en lisant votre programme que le bon échelon, c'était quand même finalement de retourner à l'organisation classique du département, quel est pour vous deux le bon échelon de gouvernement ? Comment fonctionne la France idéale de Georges Kuzmanovic ? Bon, nous, on s'oppose aux eurorégions, qui sont une déclinaison des Länder allemands et qui ont été introduits en France par la loi NOTRe de François Hollande, parmi les nombreuses catastrophes de cette présidence, qui créent des régions, encore une fois, soi-disant plus proches du peuple, la démocratie est plus proche, en créant des entités culturellement qui n'ont pas beaucoup de sens, avec des gens qui se retrouvent mélangés à d'autres, alors qu'il y a un attachement au département et que c'est quand même un rapport au territoire qui est quand même qui fait beaucoup plus sens. Donc nous, pour faire très simple, on est pour un retour au triptyque nation, département, commune. Mais je ne suis pas sûr qu'on soit tellement pas d'accord, parce que nous, on considère qu'il y a une inégalité, une injustice considérable qui est faite au territoire. Et il y a bien des décisions qui sont prises, qui devraient être prises localement. Par contre, pour réindustrialiser un pays, pour coordonner des conglomérats, pour coordonner des grandes entreprises, pour envoyer des fusées dans l'espace, on ne va pas demander au département de le faire, ça va être l'État. Coordonner tout ce qui est régalien, c'est l'État. L'époque dans laquelle on est se caractérise par quelque chose d'assez étonnant. Je ne voudrais pas rentrer dans le débat jacobin-girondin, parce que je ne suis pas totalement sûr qu'on a les mêmes définitions. Et puis surtout, je trouve que le jacobinisme a bon dos. Ça fait 30 ans
que les tenants du néolibéralisme dénoncent le jacobinisme. Ouais, je ne vois pas de jacobinisme, moi, depuis 30 ans. Je vois des gens qui détruisent l'État, pas à pas, ou plutôt qui le font dépérir et qui le rendent incapable d'agir. Et disent, bon, vous voyez, le jacobinisme ne marche pas. C'est vous qui avez tous abordé, à tous les niveaux. Et d'ailleurs, je fais un clin d'œil au camarade Lénine, qui écrivait «L'État et la Révolution». Dans «L'État et la Révolution», il parlait du dépérissement de l'État. Bon, l'URSS va devenir un super État ultra de contrôle sur les citoyens. Et c'est dans les démocraties libérales où on a les pouvoirs d'argent qui se sont dissociés de leurs différentes nations, qui font dépérir petit à petit l'État. Voilà, c'est ça qui se passe. Un État jacobin, pour moi, c'est à l'époque de Gaulle. C'est quand vous avez un centre qui décide de, on va faire le nucléaire. Ça peut être décidé qu'au niveau national. On va avoir Airbus, on va avoir Ariane, on va avoir une réindustrialisation après la Deuxième Guerre mondiale. Ça, ok, c'est jacobin. Mais ce que l'on voit n'est pas jacobin. Et ce que l'on met sur le dos du jacobinisme, en tout cas, j'ai l'impression, c'est cette boursouflure administrative, et là je pense qu'on sera d'accord, insupportable, qui rend les gens fous. Alors je crois que vous allez être d'accord sur ce côté hyper administré, très pénible pour le ressenti des individus aujourd'hui. En revanche, Michel, je ne suis pas sûr que vous soyez complètement d'accord avec Georges, parce que je vous ai même entendu dire que certaines fonctions régaliennes, vous imaginiez, comme par exemple l'exercice de la sécurité, donc des pouvoirs de police, vous pouviez imaginer que ça se déléguait, y compris sur le plan des communes. En fait, je suis aussi d'accord avec ce que dit Georges. C'est un peu ce que dit, je ne sais pas si je le disais tout à l'heure ou si on se le disait dans le couloir, mais c'est une discussion que j'avais eue avec Jean-Pierre Chevènement. Et Jean-Pierre me disait, mais Biton, ta Gironde et les Jacobins peuvent très bien s'entendre, c'est pas franchement aussi important que ça. Et je souscris à ça. Tout ce que tu as dit, je souscris. Je pense simplement que parce qu'il n'y a plus d'État français, il n'y a plus d'État jacobin. Mais le jacobinisme s'est déplacé, il est à Bruxelles. C'est-à-dire qu'on a une espèce de comité de salut public, et c'est là-bas que ça se décide. C'est-à-dire que la disparition de l'État français, avec en même temps la disparition de la France, fait qu'on a une Europe qui, elle, dispose d'une espèce de comité secret de gens qui pilotent absolument tout et qui ne sont pas élus. Et c'est quand même là que le jacobinisme est absolu et total. Donc effectivement, l'effondrement de la France, l'effondrement de l'État, l'effondrement de la nation, tout ça a été voulu par ces gens qui veulent absolument fabriquer un État européen, qui lui est totalement jacobin. Donc le jacobinisme, il n'est pas aujourd'hui à Paris. Tu vois, tous les matins, quand Macron se réveille, enfin, c'est métaphorique, mais je lui ai donné un coup de fil à Bruxelles en disant, bon, c'est quoi ma feuille du jour? Et je fais quoi aujourd'hui? On lui dit, tu fais ceci, tu fais cela, tu coupes des rubans, tu fais semblant, tu dis la France ceci, la France cela, etc. D'accord, puis le lendemain, il recommence, puis etc. Donc oui, effectivement, la France a cessé d'être un État jacobin depuis 1992, depuis Maastricht, c'est très clair. Là encore, Jean-Pierre Chevènement le dit, il me le disait à une époque, il l'a écrit, maintenant c'est lisible, mais Mitterrand lui disait « Nous ne pouvons plus passer qu'entre les gouttes ». Ce que Mitterrand disait, c'était ça, quoi. On ne peut plus passer qu'entre les gouttes. Mais évidemment, dans ces cas-là, on était déjà morts. Donc oui, je pense que le jacobinisme aujourd'hui, il existe toujours, mais à Bruxelles, et que l'instrument du jacobinisme, c'est l'administration. C'est tout ce que tu racontes. C'est très élégant, je suis d'accord. Je pense juste que le pauvre Danton, avec de l'audace, qui était, et la patrie sera sauvée, qui était membre du comité de salut public, ne sera pas très content d'être associé à ses anciens ennemis, enfin ses ennemis qui ont pris le pouvoir maintenant, mais je suis d'accord avec lui. Donc, après ça, sur ce que tu dis des régions, il est bien évident que moi, je suis sur une logique proudhonienne qui n'exclut pas l'État. Les gens disent n'importe quoi sur Proudhon, qu'ils n'ont évidemment pas lu, mais il y a une défense de l'État chez Proudhon. Le dernier défend l'État. Le premier, c'est complexe, il dit la propriété, c'est le vol. Les gens ont l'impression qu'il est contre la propriété. Pas du tout. Il dit la propriété, c'est l'aubaine. L'aubaine, c'est la force de travail qu'on ne paie pas. Il dit voilà, on met 100 grenadiers pour l'érection de l'obélisque sur la place de la Concorde, 100 grenadiers qui vont travailler 1 heure. Ils vont pouvoir effectivement mettre ça debout, mais un type qui va travailler tout seul 100 heures, il ne pourra pas. Eh bien, cette force de travail n'étant pas payée, ça s'appelle l'aubaine, ça définit aujourd'hui la propriété qui est le vol. C'est ce que dit Proudhon, qui n'est pas du tout contre la propriété en dehors de cette analyse qu'il fait de ce qu'il appelait l'aubaine et qui donnera plus tard l'analyse de la plus-value chez Marx. Mais je crois qu'on peut aujourd'hui défendre un État qui nous dirait, mais laissons faire les communes. Les régions, moi je crois aux provinces, aux anciennes provinces françaises. Tu as raison de dire que le découpage a été une charcuterie totale ou une boucherie généralisée, sauf dans 2 ou 3 endroits, ma Normandie. Haute et Basse Normandie réunifiées ou unifiées, ça avait du sens.
Mais sinon, ça n'a aucun sens. Mon village est dans une communauté de communes qui n'a aucun sens. Ça s'appelle Gouffern en Auge. Il y a à l'ouest une forêt qui s'appelle Gouffern. Et puis après, à l'est, il y a le Pays d'Auge. C'est comme si on disait Roubaix sur Méditerranée. C'est aussi ridicule, quoi. Donc effectivement, il faut en finir avec ça. Donc on peut retrouver le communalisme. On peut retrouver, d'une certaine manière, un provincialisme. Et je n'étais pas contre non plus, effectivement, Stéphane a raison de le dire, des parlements provinciaux dans lesquels un certain nombre de choses qui seraient susceptibles d'être décidées le soient. Par ailleurs, tout ce qui est régalien, on est une puissance nucléaire, il n'est pas question d'abandonner la bombe atomique, il n'est pas question non plus de réunir tous les conseillers communaux pour demander si on envoie la bombe atomique au moment où elle est partie. Il faut un homme qui soit capable d'appuyer et de décider. Donc on peut imaginer que dans une espèce d'État girondin, il y ait une espèce de comité de sages qui soit décisionnel et qui en même temps, sur des questions de rapidité, quand il faut vraiment intervenir sur des questions qui exigent justement la rapidité, le feu nucléaire en l'occurrence, puisse prendre des décisions parce que c'est pas possible sinon. Donc je pense que l'État est possible dans une configuration girondine. Il y avait 83 départements, je pense à l'époque, je parle sous ton contrôle, mais les Girondins disaient il faut que Paris pèse 1/83e de la représentation nationale. C'est ça être girondin. C'est dire mais et nous là, à Brest, à Dunkerque, à Toulon, à Pau ou ailleurs, on a envie aussi d'exister, de décider, etc. Donc on doit pouvoir donner un certain nombre de possibilités de choisir et de décider aux communes. Alors, par exemple, sur la question de la défense, je faisais une analyse, je m'appuyais sur Hobbes, et les analyses que fait Hobbes en disant, pas du tout Rousseau, très opposé à Rousseau, à cette espèce de fantasme de l'homme naturellement bon avec une société qui le pervertirait, il faut changer la société et on retrouve l'homme naturellement bon. C'est une fiction d'enfant et c'est même une fiction d'enfant pour Rousseau, puisque dès le départ, il commence par dire commençons par écarter les faits, je pose l'hypothèse que. Et l'hypothèse devient une vérité et ça devient une espèce de vérité universelle. Catastrophe. Chez Hobbes, c'est l'inverse. L'homme n'est pas naturellement bon, c'est homo homini lupus. L'homme est un loup pour l'homme. Il reprend la phrase de Terence et il dit bon, c'est la sauvagerie de tout le monde contre tout le monde. Les plus forts, les plus malins, les plus rusés, etc., sont susceptibles de faire régner la terreur. Et le truc de Hobbes, c'était la terreur, la peur. Il dit on ne peut pas faire régner la peur. Et donc, on retrouve le contrat social, vieille idée d'Épicure. Et il dit le contrat social fait que vous renoncez à votre liberté de nuire pour obtenir une liberté civile qui vous permettra d'obtenir la protection. D'où la police, d'où l'armée. Et la police et l'armée est investie du pouvoir de faire régner l'ordre parce qu'on a soi-même renoncé à cette partie-là de nuire qui nous était donnée dans l'état de nature. À quoi? C'est épais, le Léviathan, hein, ça fait 600 pages. Et donc, le petit texte auquel je fais référence, c'est 6 ou 7 lignes. Mais ça existe. Et il y a un moment donné où Hobbes dit, mais si vous avez renoncé à votre liberté de nuire de manière privée pour obtenir une protection publique et que cette protection publique ne vous est pas donnée, il y a rupture d'un contrat social qui vous permet de reprendre votre propre liberté. Donc quand je dis effectivement il y a des territoires perdus de la République dans lesquels il y a un défaut de police, non pas à cause de la police, non pas à cause de la gendarmerie, mais à cause du pouvoir politique qui a décidé de ne pas créer de problème là-bas parce qu'il faut absolument acheter la paix sociale, je comprends très bien que des gens disent pas de problème, nous on a renoncé à notre pouvoir de nuire parce que vous avez prétendu nous protéger, vous ne nous protégez pas, on va reprendre en main cette question-là. Quand je suis dans cette perspective de repenser la reprise en main de la défense nationale, je le fais dans une configuration d'une guerre civile qui se déclencherait. Et pas du tout en disant aujourd'hui, dites donc... Non, c'est pas du tout un appel à se réarmer. Non, en disant il y a des problèmes dans les banlieues, vous pouvez y aller avec des fusils, sûrement de chasse. Et puis moi, je l'avais très bien compris comme ça. Je le reprécise parce que l'autre matin, à Radio Courtoisie, ils ont fait toute une émission sans m'inviter pour savoir ce qu'il fallait penser de mes propositions sur ce sujet-là. D'accord, donc c'était bien de le repréciser. Alors, vous êtes pour rétablir la confiance entre les forces de l'ordre et les Français. Vous avez toute une batterie de mesures pour réaffirmer l'autorité. Ça vous semble, c'est une partie programmatique importante? Oui, mais comme les autres parties programmatiques, elle n'est pas séparée du reste. Sur les questions de sécurité, puisque c'est ça qui est abordé là, on a souvent un affrontement stérile entre des gens, disons, tendanciellement de droite, qui sont pour une répression. Il faut construire plus de prisons, la justice est laxiste, il faut envoyer la police et tout sera réglé. Soit. Et on a des gens qui sont plutôt tendanciellement de gauche, qui disent oh là, surtout pas, ce qu'il faut c'est plus d'éducation, plus de république, plus de services publics, plus d'éducateurs, qui est tout à fait juste aussi. Nous, on marche sur nos deux jambes et on pense que, oui, il y a des formes
criminalité, d'incivilité, de rejet de l'ordre général qui doivent être contrés par des forces de police et une répression, mais qu'en même temps, ça doit aller, en même temps, pour reprendre les mots de notre foutriquet national, en même temps, on doit avoir eh bien, le retour de la République, des services publics, de l'école, et qui chapeaute le tout. Car il n'y aura jamais de solution. On peut ouvrir toutes les prisons qu'on veut, mettre toutes les armes qu'on veut, mettre tous les éducateurs qu'on veut. Si dans ce pays, on a 13% de chômage réel, ce qui est la réalité du chômage tel qu'il est aujourd'hui, qu'on a 10 millions de pauvres et 7 millions de personnes, je ne sais pas si on s'imagine ce que ça veut dire, on est la 5e puissance mondiale, on n'est pas en guerre. L'année dernière, 7 millions de personnes ont eu recours à l'aide alimentaire. Il n'y aura pas de solution. La pauvreté, c'est la guerre sociale. Donc nous sommes pour remettre 1 million d'emplois industriels. Pas des emplois comme ceux que veulent François Hollande, Macron et Pécresse et les autres. Des vrais emplois de production dans le pays, avec les territoires, en accord avec les territoires, en produisant ce qui est utile. Et évidemment, puisqu'il y aura beaucoup à refaire dans une logique de transition écologique, donc de ne pas refaire comme on faisait avant, mais de faire de manière intelligente, moins polluante. 1 million d'emplois industriels, c'est 5 autres millions d'emplois induits. Si vous réglez une grande partie des problèmes d'intégration, une grande partie des problèmes de criminalité, vous réglez une grande partie des problèmes, le problème des retraites est réglé immédiatement. Il n'y a plus de problème des retraites. Mais c'est impossible. Et ça peut sembler un peu étrange comme réponse, mais la sécurité passe aussi par le protectionnisme qui permet de réindustrialiser, de remettre de l'emploi dans notre pays. On pourrait prendre toute une série d'exemples, je ne sais pas si on aura le temps, mais c'est absolument nécessaire si on veut trouver une solution. Non, mais ça, je souscris à ça. Je dis simplement que dans la configuration d'une espèce d'état d'exception, la question se pose dans ces termes-là. C'est comme ça que je l'envisage. Ce n'est pas du tout l'invitation à mener une guerre civile. Maintenant, je ne crois pas que tu puisses dire on va réindustrialiser parce qu'il y a un tas de gamins qui n'en ont rien à foutre du travail, qui n'ont surtout pas envie de recommencer, même pas recommencer, mais partir au travail en disant on vous a créé des emplois, là, vous allez gagner 1 800 € par mois, vous allez travailler 35 heures par semaine, vous allez arrêter d'être assisté, etc., etc. Et vous allez voir, vous allez aimer le travail. Pas du tout. Je pense qu'il y a une génération déscolarisée, désocialisée, qui n'a plus du tout envie de travailler. Le Covid a produit ça. Il y a plein de gens qui ne veulent plus, qui disent, moi j'ai des copains dans la restauration, qui me disent, on ne trouve plus personne. Plus personne ne veut bosser dans la restauration. En disant, mais ça ne nous intéresse pas du tout, c'est terminé. Les gens qui travaillent en télétravail disent, mais nous, on n'a plus du tout envie d'y aller. C'est-à-dire la fin du désir de travailler, la fin du travail comme d'une valeur, comme d'une vertu, c'est acté. Je ne pense pas qu'on puisse dire, bon, on a créé des emplois. D'abord, ça ne se crée pas aussi facilement que ça. On ne décrète pas 1 million d'emplois en disant, mais on fait comment ? On fait comment dans une planète où finalement on ne va pas être compétitif avec les Chinois ? Ça paraît évident. Avec les Indiens. Alors je veux bien le protectionnisme, mais eux aussi, ils vont faire on connaît la logique, quoi. Eux aussi, ils vont dire, bon, d'accord, très bien. Protectionnisme dans un sens, protectionnisme dans l'autre. Vous n'allez plus du tout vendre vos produits. Et là, on va faire s'effondrer la paysannerie, par exemple, les viticulteurs dont tu parlais tout à l'heure, parce que ça, c'est pas délocalisable. Et le jour où on n'achète plus de Bordeaux, de Bourgogne ou de vin français, on n'achète plus de foie gras, on n'achète plus de luxe, de produits, de parfums, de ce qu'on est capable de faire et que les autres ne font pas, eh bien, on sera pris aussi à la gorge. Et ça, je ne pense pas qu'on puisse décréter les emplois en disant et il y aura ceci et ça générera cela qui produira ceci et là, pour le coup, il n'y aura plus de problème de délinquance, de retraite, etc. Je ne pense pas que ce soit aussi facile que ça. Alors je ne juge pas. Mais il y en a quand même beaucoup qui ont envie de travailler. Et puis c'est intéressant de regarder ce qui se passe en Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne n'a aucun problème visiblement lié au Brexit. Donc les 10 plaies d'Égypte ne sont pas tombés sur la Grande-Bretagne. Le grand problème de la Grande-Bretagne, c'est la période Thatcher-Blair, qui ont décidé ex nihilo, parce qu'ils étaient pour ce capitalisme transnational, de détruire toute l'industrie britannique. Ils ont détruit l'industrie britannique totalement. C'est encore pire qu'en France. D'où les difficultés qu'ils peuvent avoir aujourd'hui de relance qui sont plutôt liées à cela. Parce que, comme vous l'avez dit, ça ne se reconstitue pas immédiatement. Le fait est qu'avec le Brexit, tout à coup, toute une série de travailleurs, en particulier des travailleurs détachés, qui sont rendus possibles par les traités européens, ça s'est arrêté net.
Et qu'est-ce qui s'est passé en Grande-Bretagne? Vous avez une augmentation des salaires. Leur SMIC, ça ne s'appelle pas SMIC, mais c'est le salaire minimum, est supérieur au salaire au SMIC français. Et tout à fait étonnamment, parce que c'est Boris Johnson, qui était quand même un européiste et un néolibéral, c'est lui qui prend son bâton de pèlerin de Premier ministre et qui va voir les syndicats patronaux en leur disant oui, il y a plein d'emplois vacants, mais les jeunes ne vont pas travailler pour l'argent pour lequel vous payez les Bulgares. Ils ne vont pas vouloir. Il faut augmenter les salaires. Il se fait que, entre autres choses, j'ai travaillé dans la restauration en France, en tant qu'étudiant. Oui, j'étais étudiant, je n'avais pas d'enfants, et j'étais prêt à accepter des conditions 50 heures par semaine, avec des horaires diffractés, et pas très très bien payés, parce que mais si j'avais des enfants, et si j'avais à construire un avenir, les salaires qu'il y a actuellement dans ces branches-là, non, je ne ferais pas ce travail. Il faut qu'ils soient payés. Et c'est cela que permet le protectionnisme. D'autant plus que ça va devenir une nécessité, pour deux raisons. La raison écologique et les crises qui arrivent, qui sont liées. J'ai dit que je ne prendrais pas d'exemple, mais je vais prendre l'exemple du bois. Mais quand même, c'est sidérant, cette histoire de bois. En France, on vend, comme un pays du tiers-monde, du bois brut. À qui? Aux Chinois, qui, eux, font du protectionnisme. Ils ont une loi qui interdit, ils protègent leurs forêts. Les Américains sont protectionnistes et les Allemands sont protectionnistes à leur manière, ou en tout cas ont organisé l'Union européenne pour que leurs industries ne soient pas menacées. Ils ont très très bien réussi, il faut les féliciter. Ils ont des dirigeants qui travaillent dans l'intérêt de leur pays, contrairement aux nôtres. Donc on vend du bois brut, c'est une ressource brute, donc c'est pas très cher, qui est envoyé par exemple en Chine, où là il est travaillé, et il est renvoyé, donc déjà écologiquement c'est extraordinaire, vous avez des bateaux qui font une fois la moitié du tour de la planète, puis ils reviennent, polluent tout au passage, et on rachète des produits manufacturés qui nous coûtent 5 à 7 fois le prix du bois brut. Donc on accroît notre déficit commercial extérieur, on est obligé d'emprunter, de prendre de la dette pour le compenser, et on a perdu et le travail et les savoir-faire. Moi, je connais plein de gens, plein de jeunes qui seraient prêts à travailler dans le bois, être sculpteur. Et quand on va au salon, par exemple, du Made in France, en fait, il y a plein de gens qui font des choses, qui tentent. Alors, comme il n'y a pas de protectionnisme, ils travaillent le bois, ou ils travaillent la bière, ou ils travaillent le textile, en vendant des choses qui sont accessibles à des gens qui ont les moyens. Parce qu'ils ne peuvent pas faire de production massifiée qui ne coûte pas cher, parce que là, on ne peut pas concurrencer, parce qu'on n'a pas de protectionnisme. Or, l'Union européenne est la zone du monde la moins protectionniste. C'est ouvert aux 4 vents. On ne se rend pas compte, et c'est pour ça que les comparaisons entre Zemmour et Trump sont complètement biaisées. Oui, Donald Trump défendait American Way of Life et les Stetson et manger et les Blancs et ce que vous voulez, mais surtout, et c'est ce qui a fait son élection, ce qui ne fera pas l'élection de Zemmour, c'est qu'il défendait le travail des cols bleus aux États-Unis, qu'ils soient blancs, noirs ou hispaniques. Et il a eu un vote colossal dans cette catégorie de la population américaine. Et il leur a promis du protectionnisme et le retour de l'industrie. C'est pas possible, c'est pas possible. Bon, qu'est-ce qu'il a fait? 200% de taxes sur l'aluminium, 200% de taxes sur la métallurgie. Il a menacé l'Allemagne, enfin l'Europe, mais surtout l'Allemagne, de faire des taxes aussi violentes sur les véhicules. Ah oui, quand vous avez des taxes de cet ordre-là, tout à coup, le travail devient moins cher. Mais ce qui est certain, c'est sûr et certain, c'est qu'on va devant des problèmes très graves si on continue à avoir cette logique d'ouverture sans créer de travail ici, et des politiques qui nous disent il faut baisser le coût du travail. Ce n'est pas possible. On ne peut pas vivre en France aujourd'hui, c'est absolument impossible avec 1 000 euros. Alors je vous propose de balayer de quelques sujets, peut-être un peu plus brièvement qu'on ne l'a fait, parce qu'on s'est appesanti sur certains sujets, mais c'était important de le faire. Vous parlez dans votre programme de faire une pause dans l'immigration. C'est un sujet qui revient évidemment très souvent dans les conversations. Michel a eu largement l'occasion de dire ce qui était pour lui à la fois l'immigration, l'assimilation, le désir d'être français. Moi, je voudrais vous entendre sur ce sujet. Vous parlez de faire une pause, donc faire une pause dans l'immigration. Qu'est-ce que ça veut dire faire une pause? À quel moment on arrête la pause et on recommence? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Qu'est-ce que c'est qu'une bonne gestion de l'immigration en France?
On a la même immigration à peu près qu'à une époque où il y avait le plein emploi et on manquait de main-d'œuvre. Donc, c'est pas logique, juste. En fait, on peut rouvrir les vannes de l'immigration une fois que les crises sont réglées, une fois que ceux qui sont ici ont un travail, peuvent vivre de leur travail, ont accès à l'école, aux soins, et sont assimilés. Et de toute façon, qui est touché en premier lieu par l'immigration? Ce n'est pas ceux qui habitent ici le 6e arrondissement ou le 16e arrondissement. Certains, un petit peu. La plupart, non. C'est les milieux populaires. C'est les classes populaires. Et les jeunes issus des mouvements migratoires récents du Maghreb ou d'Afrique subsaharienne sont les premiers touchés par l'immigration. Quand j'étais à Lens, franchement, ce n'est pas les milliardaires du Golfe qui y vont. C'est des gens, c'est la mine, c'est le travail dur, donc c'est toutes les strates de migration, on les voit dans les noms, dans les familles. C'est les Polonais, les Italiens, les Maghrébins, les Africains d'Afrique subsaharienne. Mais là-bas, les gens vous disent, mais qui vous voulez amener ici? On est déjà à 30% de chômeurs. Ah, si vous avez parmi, par exemple, les Syriens, si vous avez un pédiatre, on veut bien, parce qu'on n'a pas de pédiatre, nous. Le premier, il est à Arras. C'est un exemple. Ouais. Donc, pause de l'immigration économique. La Grande-Bretagne, j'en ai parlé rapidement tout à l'heure, montre bien que le Brexit permet en fait de faire une politique de revalorisation salariale parce qu'il n'y a plus le dumping social organisé par l'Union européenne, entre autres par les délocalisations possibles intra-européennes, plus les travailleurs détachés. Donc oui, minimum de la pause. Il y a une manière aussi de créer du commun. C'est de s'engager pour entre guillemets pour son pays, c'est de participer à ce qui autrefois était le service militaire obligatoire. Ça fait partie, j'ai vu, de vos propositions de revenir à un véritable service militaire avec une nouveauté, c'est qu'il pourrait être mixte, un peu comme en Israël. Ça vous inspire ceci, Michel? C'est-à-dire cette capacité à faire du commun, à créer du commun, à s'engager pour le drapeau pendant 1 an, 2 ans en Israël. Ça fait partie des mesures qu'on peut trouver intéressantes à mettre en place en France. Pour les Français, s'engager 2 ans en Israël? Non. Moi, j'ai du mal à croire à la possibilité de ça. C'est-à-dire de dire on va créer des emplois, puis tout va bien se passer, on va remettre de l'autorité dans l'école et les enfants vont apprendre à nouveau, et puis on va refaire un service militaire et tout le monde va venir, ils vont tous adorer ça. Je ne suis pas sûr que ça puisse fonctionner comme ça. Moi, je pense qu'il y a une espèce de délitement généralisé, de nihilisme généralisé. On ne dit pas, on décrète qu'on va faire une communauté et que cette communauté, on va la refaire à nouveau en disant dans l'école, la famille, tout ça va être formidable. On va le décréter, ça va fonctionner. Moi, je pense que tout ça procède d'un optimisme, c'est peut-être mon âge. Tu es plus jeune que moi et tu me dois le respect, mais qui fait, et mon expérience, d'une certaine manière, ce que j'ai vu. Ce que j'ai vu avec le temps qui passe, c'est que j'ai fait mon premier livre en 1989 sur un philosophe qui s'appelle Georges Palante et qui parlait d'athéisme social. Et je trouvais ça inacceptable, la question de l'athéisme social. Aujourd'hui, j'y souscris en me disant que oui, bien sûr, on peut, quand on est rousseauiste, idéaliste, décider qu'on va changer ceci, cela, et qu'il suffira de mettre des professeurs bien payés dans les écoles pour que d'un seul coup, il n'y ait plus de téléphone portable en cours et qu'on écoute les cours, et que, etc. Qu'on puisse décider de dire on va créer 1 million de postes qui vont générer automatiquement 5 autres millions qui vont faire de telle sorte que le problème de la retraite sera réglé, etc. On va refaire après l'école un temps de service militaire qui permettrait de manière mixte, c'est formidable, de mélanger tout le monde et on va retrouver le goût de la République, J'y crois pas, simplement j'y crois pas. Je pense que c'est un fantasme réjouissant, c'est un mythe. C'est un mythe politique et j'ai passé l'âge de croire au Père Noël, aux mythes, aux histoires, Jésus, Marie, Joseph. Enfin, tout ça, pour moi, relève exactement de la même fiction. C'est une belle fiction, refaisons communauté. Les professeurs seront appréciés, ils transmettront un savoir qui fascinera les enfants, qui apprendront, qui aimeront, qui auront tellement le désir d'avoir un diplôme qu'ils auront envie d'avoir un petit boulot avec une petite femme et des petits-enfants et puis un petit salaire et qu'ils adoreraient se retrouver ensemble au service militaire ou avec les filles, ils apprendraient à aimer la France, le salut, les couleurs, et puis on leur ferait faire
Ce que j'ai fait moi quand j'étais dans l'infanterie de marine, c'est-à-dire apprendre des chants nazis et puis sauter dans les orties à 3 heures du matin parce que les Popov nous menaçaient, et puis de dire on va vous faire des citoyens genre vers l'armée nouvelle, parce que quand on nettoyait les fusils à 3 heures du matin, on regardait dedans et j'y vois des cochons dans ton fusil, tu vas me renettoyer ça, et on nettoyait avec des brosses à dents et puis des épingles nourrices. Le fantasme du service militaire qui vous refabrique un citoyen digne de ce nom, j'y crois pas trop. Je ne pense pas qu'on pourra refaire. On parlait un peu de Zemmour tout à l'heure en disant que son fantasme était son enfance et que son adolescence. On ne refera pas la France de papa, et qu'il y a un délitement généralisé, nihiliste, qui fait qu'on ne remet pas de l'ordre partout en disant à l'école, avec les professeurs, les instituteurs, bien payés, bien formés, nanana, et puis l'industrie, et puis après, tout ça. Donc je n'y crois pas. Et idéalement, oui, idéalement, toutes les occasions de se rencontrer, de fabriquer une communauté, de se dire travaillons tous ensemble, etc. Mais c'est fini. On est dans, je parlais tout à l'heure de cette espèce de fragmentation qui fait qu'il y a des individus qui disent aujourd'hui, moi je ne veux pas bosser, ça ne m'intéresse pas le travail, j'ai autre chose à faire dans la vie que de travailler. Je ne les juge pas. Je ne dis pas bande de petits feignants, petits salauds, petits cons, etc. Non, je ne dis pas ça. Moi j'ai la chance de faire un métier qui est une vocation. Mais mon frère qui travaille à l'entretien du matériel dans une carrière, je vois son boulot, qu'il n'ait pas envie de bosser, qu'il vient d'avoir 60 ans et il a envie de partir à la retraite, je comprends très bien. Je comprends très bien que des jeunes n'aient pas envie de travailler très tôt le matin dans un restaurant et puis d'avoir 3 heures l'après-midi, puis de revenir et de finir à 11 heures ou à minuit. Je comprends tout ça. Je dis qu'il y a une révolution du travail, il y a une révolution métaphysique, il y a une révolution de la communauté. Nous sommes dans une espèce d'impasse égotiste. Je ne parle même plus d'individualisme, mais égotiste et narcissique. Ce dont témoignent les réseaux sociaux, les gens qui racontent leur vie, qui se photographient, qui photographient leur bouffe, leurs copains, leurs copines, leurs histoires. On a changé de monde et les paradigmes anciens ont disparu. Et je ne crois pas qu'avec des paradigmes anciens, nous puissions refaire une communauté, nous puissions refaire une république où les élèves seraient adorables, diraient bonjour monsieur le professeur, apprendraient, feraient des dictées, etc., où ils iraient au service militaire en apprenant à aimer les drapeaux avec une espèce de larme quand on hisse les couleurs. Hélas, je n'y crois plus. Alors, il y a quelque chose qui est très, très faisable, en revanche, et qui concerne les affaires étrangères, c'est sortir du commandement intégré de l'OTAN. Donc, retrouver le rôle de puissance d'équilibre qu'avait la France et qu'elle a perdu depuis un certain temps, et surtout depuis que Nicolas Sarkozy a décidé que nous devions réintégrer l'OTAN. C'est essentiel pour retrouver une diplomatie digne de ce nom, et c'est pour vous quelque chose de central dans le programme. J'y arrive, je reviens juste sur le service qui n'est pas militaire, qui est national. Moi j'y crois. Alors peut-être qu'il y a le pessimisme de l'intelligence et l'optimisme de la volonté, et quand on est politique, il faut avoir aussi l'optimisme de la volonté sans oublier le pessimisme de l'intelligence. C'est extrêmement important. Donc c'est un service. Formule de Gramsci, comme tu le sais, et je ne suis pas gramsciste sur ce terrain-là. C'est un service national à composante militaire. Une classe d'âge en France, c'est 800 000 jeunes. Nous sommes pour une réforme fiscale et qu'on soit plus dans le commun. Le service national est un impôt du temps quasiment égalitaire. Alors certes, les espérances de vie des ouvriers et des cadres supérieurs et des professeurs d'université ne sont pas exactement les mêmes, mais néanmoins, on a une forme d'égalité. Et donc je dis bien service national à composante militaire. 800 000 jeunes, on ne va pas mettre 800 000 jeunes avec des armes. Ça n'a aucun sens, on aurait une armée chinoise. C'est ridicule. Je pense que le volume, une fois qu'on aurait atteint l'ensemble de la nation, d'une classe d'âge de 800 000 arrivant à 18 ans, ce serait 200 000 sous les drapeaux, dans une garde nationale, et qui est là un élément politique. Le peuple en armes, c'est un peu ce que tu défendais tout à l'heure, c'est aussi un acquis de la Révolution française, dont le bloc bourgeois n'a de cesse de le reprendre au peuple. Ce n'est pas l'activisme gauchiste de la LCR qui a arrêté le service militaire. Le plus fervent militant contre le service militaire à l'époque, c'était un certain Nicolas Sarkozy, chef des jeunesses... comment ça s'appelait à l'époque bref, c'est pas UMP, c'était RPR. Pardon. Le RPR, voilà, des jeunesses RPR. Et les arguments, d'ailleurs, depuis le 19e siècle, sont toujours à peu près les mêmes. Et l'idée d'avoir une garde nationale qui peut avoir une déclinaison d'organisation locale.
où on aurait quelque chose qui existe comme ça existe en Suisse, où on aurait des gens qui sont volontaires pour faire l'aspect militaire, ils font 1 an, et puis parmi eux, certains s'engagent à le faire 5 ans, 10 ans, toute leur vie, et montent les grades, et de temps en temps s'arrêtent pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, pour être colonel ou général, et pendant 2 ans, tu arrêtes l'activité que tu as, et tu encadres cette garde nationale qui est un garant que l'exercice des armes ne sera pas accaparé exclusivement par un État qui contrôle une armée professionnelle ou le privé, comme on y va de plus en plus. Les 600 autres 1000 jeunes, d'abord, travailleront. Ça sera rémunéré et auront 1 an chez les pompiers, protection civile, eaux et forêts, qui sont en déshérence. On parlait du bois tout à l'heure, les pauvres agents des eaux et forêts sont 8000. Macron en a encore supprimé 500, c'est une des professions qui suicide le plus. On a des magnifiques forêts, on ne peut pas les protéger. Des pollutions, associations d'utilité publique. À une époque, quand j'étais au Parti de gauche, il y avait un jeune qui m'avait dit oh non, qui était clown professionnellement. C'est amusant, donc très bon. Ils sont très gauchistes. Et il disait mais non, moi je ne veux pas faire de service national. Je dis mais si, toi tu vas faire pendant 1 an, tu vas travailler dans les hôpitaux où des enfants ont des maladies longues et où les parents sont bien embêtés et tu vas les faire rire. Ton boulot, ça va être 1 an de les faire. Ça va être la meilleure formation que tu vas avoir pour être clown. Ça va être ton boulot et tu vas mettre des sourires sur les gens. Et tu vas les aider à passer ce moment difficile, qui peut être très difficile parce que parfois il y a des décès. Ils ne savaient pas quoi dire. Eh bien oui, c'est ça le service à la nation et c'est ça l'impôt du temps. Et je pense que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose aussi en termes de chômage, parce qu'on enlève 800 000 personnes des demandeurs d'emploi tous les ans. C'est aussi une bonne chose parce que quand moi j'ai fait mon service à l'époque militaire, donc, il y avait en France à peu près une moyenne de 150 000 stagiaires en entreprise. Et ça ne durait pas très longtemps. On est passé à 1,5 million. Le service militaire ou le service national a lui aussi été privatisé. On a des jeunes, je ne sais pas si ici il y a des jeunes où vous avez des jeunes en amis ou vos enfants. Vous savez très bien comment ça se passe. C'est des stages, puis stages, puis stages, puis stages, puis stages. C'est une exploitation généralisée. Alors, un stage étant, il faut que vous appreniez. Souvent, on n'apprend rien. Souvent, on est très exploité. Et quand vous êtes compétent, souvent, on ne vous embauche pas. Voilà ce qui arrive. Moi, à une époque, je vivais à Moscou. Je travaillais à l'ambassade de France et j'ai vu les CV qui arrivaient. Mais des gens. Alors, j'ai fait HEC, j'ai fait Sciences Po. Alors, j'ai fait un stage là, j'ai fait un stage là-bas, j'ai fait un stage ici. Et maintenant, je voudrais finir, après 2 ans de stage, faire un stage de 6 mois. Mais bien évidemment, ça n'est possible que pour les gens qui ont les moyens de faire des stages à l'infini. Mais même dans les catégories classe moyenne supérieure, c'est compliqué de trouver un emploi. Et il y a une exploitation. Là, ça serait une expérience utile à la nation, quelque part, et rémunérée, et comme une première expérience professionnelle qui fait que je pense qu'on aurait des citoyens aussi qui auraient plus d'attachement à la nation. Bon, ça, c'est mon optimisme, et d'où cette mesure. Et bien évidemment, c'est également lié aux crises qui viennent. L'Allemagne a conservé, là encore, elle aussi, une partie du service militaire. Les Tchèques aussi. Je les prends en exemple parce que quand il y a eu les inondations catastrophiques en Europe centrale, en Allemagne, en Belgique, ils ont dû... où est-ce qu'on trouve 200 000 personnes qui sont organisées au coup de clairon, les mettre dans des camions pour qu'ils fassent des digues? Là. Dans notre pays, on a tous les ans 20 départements qui sont sous l'eau. Les crises, comme je l'ai dit, vont augmenter et il va falloir se mobiliser autrement que de la manière hédoniste ou non-mobilisation qu'on connaît aujourd'hui, qui est la fin de ce monde. Et je pense que le service national sera un des éléments de réponse. Et bon, bien évidemment, il faut sortir du commandement intégré de l'OTAN, puisque voilà, c'est la position gaulliste de base de toute personne qui considère que la France a son mot à dire dans le monde. Et je pense que nous sommes une grande puissance. Nous avons un siège au Conseil de sécurité de l'ONU. Nous avons la dissuasion nucléaire. Nous avons le 2e territoire maritime mondial. Nous avons la 3e langue d'influence dans le monde. La capacité d'avoir l'agriculture, une agriculture autonome, autosuffisante. Ce sont des éléments de puissance dans une période de crise. Et je pense qu'on doit pouvoir déterminer géopolitiquement où on veut aller et ne pas dépendre de Washington. Là-dessus, je pense que vous êtes forcément d'accord.
Michel. Moi, je voudrais vous laisser, Michel, le soin de conclure cet échange. Ça fait un peu plus de 2 heures que nous sommes ici ensemble. On aurait pu évidemment continuer. Il y a beaucoup d'autres points à voir dans vos 50 propositions. Je voudrais remercier Guillaume Bigot qui nous a fait l'amitié de nous accueillir ici, dans ces locaux somptueux, et au sein de l'école qui s'appelle l'IPAG. Michel, comment résumer ces 2 heures passées ensemble? C'est votre talent maintenant qui parle. Non, je vais pas résumer, mais je vais reprendre un petit peu ce qui a déjà presque été une conclusion, cette histoire de, je vais pas dire de génération, on n'est pas à ce point, voilà, on a 10 ans qui nous séparent, plus que ça, 20. Vous êtes à un peu moins de 50 ans, 48 ans. Et moi, 63 Michel, le 1er janvier, donc voilà. Disons que assez probablement, avec cet écart d'âge en amont, j'aurais encore souscrit à cet optimisme-là. Et je veux dire que je ne veux pas dire que j'ai la nostalgie, mais enfin ça pourrait y ressembler, de cette idée où on croit qu'on va pouvoir changer, qu'il suffirait d'eux, que j'ai pensé à une époque à l'union de la gauche, j'y croyais que c'était faisable, je pensais que Mitterrand avait quand même réussi à mettre Robert Fabre et Georges Marchais autour de la même table et d'obtenir quand même un programme commun de gouvernement. Je me dis, si Mitterrand a obtenu ça, n'importe qui peut obtenir des programmes communs, des unions de la gauche, j'y ai beaucoup cru à tout ça. Puis j'ai quand même vu que la politique, c'était comme une affaire, je ne parle pas de toi là, je veux dire, mais c'était une affaire d'égo, de narcissisme, de petites personnes. Puis on le voit bien aujourd'hui, quand on voit tous les candidats de gauche, chacun dit, ah, l'union, mais derrière moi. Sûrement pas derrière les autres. Je suis le mieux placé, j'ai déjà ceci, j'ai déjà cela, etc. Bon. Et je vois trop maintenant la nature humaine, ce qui anime véritablement les gens, derrière les grandes idées, derrière les grands projets, derrière la réalité résiste puissamment. La force de la civilisation, c'est extrêmement puissant. La décadence d'une civilisation, c'est quelque chose qui emporte tout et contre quoi on ne peut pas lutter. C'est-à-dire que, de fait, j'ai l'âge qui me permet, pas seulement parce que la décadence me concerne personnellement, physiquement, mais l'âge qui me permet de voir ce qu'est l'effondrement d'une civilisation. Ce que j'ai connu, moi, quand j'étais gamin, ou ce que d'autres ont connu. Mon père, ouvrier agricole, né en 1921, est sorti de l'école à 14 ans, il savait lire, écrire, compter, penser. Il connaissait des poèmes, il connaissait, etc. etc. J'ai acheté il y a quelque temps sur un marché un carton rempli de cahiers d'écoliers d'une institutrice décédée il y a très longtemps, mais des années 20 et 30, et notamment son cahier de texte. Il faisait une leçon sur, je sais pas quoi, la photosynthèse, il y avait le dessin, l'arithmétique, etc. C'était extraordinaire. Et je me dis effectivement, il y a une époque où on a fabriqué des citoyens. C'est Condorcet, et ça nous réunira probablement, Girondins, mais qui pensait effectivement que l'élection c'était formidable, mais qu'il fallait un citoyen éduqué. Les citoyens ne sont plus éduqués. L'essentiel du temps passé par les gens aujourd'hui, c'est devant un écran. C'est pas devant un instituteur, c'est pas devant un enseignant. D'autant qu'aujourd'hui, à l'école, on n'apprend pas forcément à lire, à écrire, à compter, à penser. On apprend à trier, on apprend le réchauffement climatique, on apprend l'hypothèse qu'on peut changer de sexe quand on a 4 ans. Enfin bon, on n'est plus du tout dans la même civilisation. Cette idée de dire, ah mais il suffirait, il n'y a qu'à, on devrait, homme providentiel, projet providentiel, et on pourrait inverser tout ça. Non, pas du tout, je n'y crois pas. C'est-à-dire que cette civilisation est terminée, on ne peut pas remettre les gens, là pour le coup on est dans une logique réactionnaire, c'est-à-dire de restauration d'un ordre ancien. L'idée de dire, mais on va retrouver une école où on apprenne à lire, à compter, à penser. On va retrouver le goût du service militaire ou d'un service national ou le désir de fabriquer une communauté. On va recréer du travail qui va permettre une resocialisation qui fait que, comme par évaporation, on n'aura plus de problème d'intégration, on n'aura plus de problème de... on va fermer les prisons. Pour aller vite, car je vois Stéphane qui attend. Non, mais je veux dire que c'est un peu pas tant l'optimisme que l'irénisme de la gauche. Cet irénisme qui dit, mais on pourrait, économisons la nature humaine, changeons ceci, déplaçons cela, modifions la société, c'est un peu le projet de Rousseau, et nous aurons un homme nouveau, formidable, une humanité, une reconstitution de la communauté, etc. Je n'y crois pas. Je n'y crois plus parce que, hélas, la nature humaine, je vois comment ça marche, je vois qui fait quoi, comment. Bon, voilà, quand on est un peu public, quand on est un peu connu, on est très détesté, et on voit l'âme humaine. On voit comment elle fonctionne, toute évidente dans les réseaux sociaux, dans Internet, etc. Je pense que cette parcellisation, fragmentation qui ne rend plus possible que des égotismes. Moi, je n'ai pas de compte comme ça, mais quand je regarde et quand je vois, quand on m'envoie des choses, je dis, mais où en est-on arrivé? Le degré d'insulte, de mépris de soi,
de haine d'autrui, d'inculture, de bêtises, de sottises. Les gens disent mais oh là là, mais je ne veux pas qu'un passe vaccinal, je ne veux pas qu'on me suive, je veux pas que vous racontez votre vie tous les matins jusqu'au soir sur Internet, on sait tout de vous. Vous allez faire vos courses, on voit ce que vous achetez, on voit ce que vous cuisinez, quand vous avez déféqué, c'est photographié aussi, vous envoyez ça à tout le monde, vous prenez des bitures, vous faites des photos de tout ça, et vous êtes en train de me dire que non, je crois qu'on a vraiment changé de société, que ça s'effondre. Alors je ne suis pas du tout mélancolique. Je ne suis pas du tout ni conservateur ni réactionnaire dans le genre on devrait faire ceci à la Finkielkraut ou à la Zemmour. Il suffirait d'eux, etc., pour retrouver ma maman des années 50 et des années 60. Non, je le dis sans être désespéré. Alors peut-être qu'on dirait que ma lucidité est un effet de pessimisme et que je ne suis pas lucide, mais je me crois plus tragique que pessimiste. J'admire ton optimisme, l'optimisme de ta volonté, j'admire ton envie, etc. Mais je ne crois pas qu'on changera les hommes et que la plupart du temps, ce sont les hommes qui nous changent. Mais si la nécessité fait loi? La nécessité fait toujours loi, mais la nécessité ne prend jamais la forme d'un homme providentiel, d'un programme providentiel, d'une capacité à inverser le cours de l'histoire. Quand tu regardes, quand j'ai lu Hegel, par exemple, et les leçons de la philosophie de l'histoire de Hegel, j'avais pas l'âge de comprendre. Quand j'ai lu La raison dans l'histoire, je n'avais pas l'âge de comprendre. On a 20 ans. Assur, Sumer, Babylone, les Hittites, les Scythes, etc. On dit ouais, tout ça c'est fort sympathique, mais et alors? Puis quand on a travaillé, quand on a réfléchi, quand on a accumulé des cultures, on commence à pouvoir comprendre. Je pigeais rien à Malraux quand j'avais 16 ou 17 ans, quand il écrivait sur l'histoire de l'art. Je commence à comprendre des choses. Et quand on a une espèce de point de vue de Sirius et qu'on ne voit pas dans le détail de la machine, on se dit ah non, le bateau est en train de couler. Je le dis souvent, c'est le Titanic. On a déjà percuté l'iceberg, on est déjà en train de couler. Et il n'y a pas une solution du genre ouais, mais il y aurait qu'à, et si on faisait, puis à ce moment-là, le bateau ne coulerait pas. Et puis non, la nécessité, le fatum, le destin, l'inscription dans le temps, l'inscription dans l'histoire, tout ça fait que tout passe, et que sic transit gloria mundi, et ça marche aussi pour la politique. Nous sommes dans une période assez formidable. Finalement, on assiste à la chute de l'Empire romain. C'est plutôt sympathique de voir comment ça marche. Que tes volontés commencent à s'effondrer. C'est une position d'esthète sur ce terrain-là. J'admire en esthète ton optimisme, mais alors, je n'y crois pas. Si je peux m'autoriser... Si je devais voter, je voterais pour toi. Merci à tous. Moi, je voulais juste dire un tout petit mot, parce que tu le sais, Michel, tu es un ami, que j'apprécie beaucoup, le Michel Onfray tragique, mais il y a quand même des moments dans la vie où on observe les choses d'un peu plus loin. Il se trouve que l'occasion d'un voyage récent m'a amené dans un autre pays qui fait partie de l'Europe et qui n'a pas exactement le même état de déclin que l'on peut observer en France. C'est la Tchéquie dont je parlais tout à l'heure, où on voit que c'est encore comment dirais-je, un pays très homogène, qui est encore rassemblé sur ses valeurs civilisationnelles, etc. Et je ne dis pas que la décadence et le déclin et la fin de la civilisation ne les gagnera pas. Je n'y crois pas non plus. Mais on a l'impression qu'ils ont quand même des techniques de freinage qui font que ça va moins vite chez eux que chez nous, par exemple. Si je veux filer la métaphore, je dirais qu'on est sur le même bateau, c'est toujours le Titanic. Nous, on est dans le nez, ça coule déjà. Eux, ils sont dans la queue, là, ça prendra un peu plus de temps. Voilà. Question de temps. Voilà une très belle conclusion. Merci à tous, merci d'être venus nombreux. Merci Georges d'avoir accepté cette discussion très, très intéressante ensemble. Merci évidemment à Front Populaire d'accueillir ce débat sur son site frontpopulaire.fr. Merci beaucoup.